Michael. Merci Nassim. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Mickaël Jeunet, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans, je suis père de deux enfants et je vis à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Alors Michael, dernièrement, tu es revenu d'une grande aventure, tu as quelque chose à nous raconter. On a vu sur les réseaux sociaux, on a vu les journaux, tout le monde a eu un engouement autour de toi. Tu as gravi l'Everest. Est-ce que tu peux nous en parler l'amont, pendant et après? J'ai eu l'opportunité de réaliser un rêve de gosse, comme on dit, Mhm. et je suis rentré donc récemment après avoir réussi donc à atteindre le toit du monde. C'était l'objectif que je m'étais fixé et voilà, ça a été une année 2025 qui pour moi a réussi à me porter sur un projet aussi humain qui me tenait à cœur. J'ai réussi à mélanger ce projet personnel et le projet humain que je voulais mettre en même temps. Mm. Donc voilà, il y a eu une phase de préparation évidemment. Et donc là récemment, au mois de mai, une expédition donc au Népal qui s'est couronnée par un succès et qui m'a permis de rentrer en France avec non pas un sommet mais deux, puisque j'ai en même temps gravi la Concagua en début d'année en phase d'acclimatation finalement pour me préparer à l'Everest. Et au retour, là, plus récemment, au mois de juin, donc il y a quelques jours, on a mis en œuvre ce qui était le projet humain, Mm. c'est-à-dire de gravir, entre guillemets, Mm. un sommet en hauteur bien moins haut, mais en termes de valeur bien plus haut que l'Everest. Ouais. C'était de gravir chez nous dans les Hautes-Pyrénées, ce qui pour moi représente le symbole de la montagne, à savoir l'observatoire du Pic du Midi, cette magnifique montagne qui fait partie du décor. Je suis vraiment honoré parce qu'on a fait un travail incroyable avec le comité handisport. Ça a été beaucoup de logistique. Mm. On est une petite équipe et chacun a beaucoup donné de sa personne pour permettre, avec l'ensemble des bénévoles qui ont participé à cette fabuleuse journée, à ce qui, je pense, est presque un record du monde. On n'a pas fait authentifier ça, mais Mm. voilà, 140 personnes qui viennent pour aider des athlètes handi à gravir une montagne, à découvrir des paysages auxquels ils n'ont pas forcément accès. C'était vraiment une mission presque impossible au début et grâce à l'aide de tout le comité handisport et les bénévoles, bien sûr, on a Mm. fait, voilà, c'était C'est vrai que une aventure c'était humaine. courageux de leur part. Ils n'ont pas lâché, c'était du début à la fin. Tout à fait. Arrivé au sommet, il y avait eu beaucoup d'émotions. Tu avais fait aussi euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions arrivé au sommet. Tout le monde est arrivé au sommet. Il y avait eu beaucoup d'entraide, il y avait un travail d'équipe. Et tu avais fini, tu avais fait aussi un discours qui était très touchant, retransmis en live par la page 65, Tout à fait. en l'occurrence. Et par la suite, il y a un objectif derrière tout ça. Tu Ouais. as des projets en Oui, cours. oui. Bah, naturellement, pour moi, c'était tout d'abord déjà le projet d'une vie. C'est de très loin la plus grande chose que j'ai pu réaliser dans mes grands projets de vie. Et je dois te dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir revu toutes ces émotions et finalement avec un petit peu de volonté et surtout en étant entouré de belles personnes, on a réussi vraiment à créer quelque chose, un événement qui était assez important, faut le dire. Et ça me donne forcément envie d'encore réunir cette équipe, de la faire grandir, parce que beaucoup de personnes qui ont participé au Pic du Midi ont découvert aussi cette cause qui est pas forcément... voilà, on peut avoir le regard tourné vers le handicap, mais sans avoir vraiment conscience de la difficulté que ça peut être à vivre au quotidien. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de profiter de le, je dirais que les regards se sont tournés vers nous sur cette petite période et j'ai envie qu'on continue à nous regarder en réalisant des projets toujours plus grands, toujours plus beaux et voilà, c'est ça les projets qui sont dans notre tête en ce moment et on va, je pense, mener la parole aux actes très prochainement en annonçant pour 2026 un programme encore plus ambitieux. Voilà. Ah bah, magnifique. Alors, avant de continuer de parler de ces projets, on va faire une rétrospective un peu pour comprendre celles et ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent un petit peu comment tu t'es construit. Donc, on va revenir dans le passé. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Michael dans jeune? Donc, où est-ce que tu es né? Euh, Où est-ce que tu as fait tes études? Quel type d'études tu as fait? Et comment tu t'es construit pour arriver à ce que tu fais en ce moment? Donc, qu'est-ce qui t'a motivé et à quel moment? Bah, je suis né dans la région parisienne, Oui. exactement dans le 93 à Noisy-le-Grand.
dans une famille, je dirais de classe moyenne. Mes parents ont eu très jeunes OK. et je dirais que ça a été, pour moi, je pense, le tournant de ma vie puisque, à 12 ans, mes parents ont décidé de déménager dans les Pyrénées D'accord. et c'est vrai que, bah, comme je viens de te le dire, mes parents étaient vraiment jeunes et ils sont partis d'en bas, chacun, Mmh. dans leur travail respectif et j'ai été, toujours assez admiratif de leur capacité à me donner tout ce que j'avais besoin. Je voyais bien qu'autour de moi, c'était pas forcément facile, financièrement notamment, Mmh. mais j'ai toujours été heureux. J'ai jamais manqué de rien, j'ai vraiment pas à me plaindre et j'ai eu des parents qui ont été, à la fois exigeants mais justes et ce que je pense, c'est ce que je pense qui m'a donné, cette capacité aussi à me surpasser, à me dépasser quand j'en avais besoin. Parce que j'ai été rapidement indépendant. Ils m'ont toujours mis en face de mes responsabilités, Mmh. dans le bon comme dans les erreurs qu'on fait. Bien sûr. Et, et je pense que ça, c'est la clé qui m'a permis, vraiment très jeune de pouvoir croire en mes capacités et surtout, en me faisant rapidement comprendre qu'en se donnant les moyens, finalement, on peut faire des choses incroyables, on peut aller au bout de ses rêves voilà, je doute souvent, mais je ne doute jamais de réussir. Si je veux me donner les moyens de parvenir à mettre un projet à bien, c'est pour ça que je pars dans tous les sens aussi. Mmh. C'est Mmh. que, beh, dès que j'ai envie d'aller dans une direction, beh, je Tu le fonce fais. Tu suis et je tes me donne les passions, moyens d'y tes arriver. projets, tes rêves. Exactement, voilà. D'accord. Donc voilà, en termes d'études, tu m'as demandé Mmh. j'ai, j'ai été assez, j'étais un élève qui se donnait les moyens d'avoir, la moyenne, plus quoi, mais Mmh. voilà, j'ai jamais redoublé, j'ai suivi plutôt les copains. Moi, j'étais plutôt dans Mmh. le côté social, j'étais content de retrouver les copains, mais j'ai jamais été passionné, vraiment, assez hyperactif. J'avais besoin Ouais. de Tu faisais ce qu'il je fallait, faisais ce qu'il pour fallait faire pour que pas ça se voilà, passe, pour voilà. faire plaisir à tes Voilà. parents, j'imagine, et puis pour Oui, voilà. passer à d'accord. Et en fait, j'ai toujours été après dans le cursus sportif, bien sûr, Oui. parce que j'ai eu ma première licence, dès que c'est possible d'avoir une licence, je Oui. crois à 5 6 ans, dans un sport collectif et puis, ensuite j'ai fait du sport-études, et cetera et cetera. J'ai suivi le cursus un petit peu sportif, dans des sports collectifs et puis, le rêve d'un jour, être, un sportif professionnel, ce qui n'est malheureusement pas arrivé, mais voilà, ça m'a pas empêché de garder toujours le sport, proche de moi comme une hygiène de vie qu'on garde et puis, ça m'a façonné. Je pense que le sport a été ma seconde éducation, parce que ce qu'on vit avec les copains, les coéquipiers, c'est des moments, voilà, les victoires, les défaites, mais Mmh. toujours la remise en question et c'est je pense que pour moi, ça a été, voilà, toute ma jeunesse a été bercée par le sport et donc les entraînements, les matchs, du week-end et Les les déplacements, déplacements, voilà, l'ambiance que du groupe. c'est ça Ouais. et je pense que ça m'a Donc, tu as quitté à 12 ans la région parisienne, donc, c'est une zone urbaine, on va tout dire, à fait. pour te retrouver, bah, juste face du pic du Midi, la chaîne montagneuse. Est-ce qu'on peut dire que, à l'âge de 12 ans, quand tu t'es installé ici, est-ce qu'on peut dire que en fait, quand ce que tu es devenu maintenant, tu le dois un petit peu au territoire? L'amour, des montagnes, peut-être les randonnées, l'escalade, est-ce que ça a commencé ici, Alors forcément ça commencé ici ouais. dans Alors forcément, ça a commencé ici, oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas été quand je suis arrivé. Ça faisait pas partie du paysage certes, mais c'était pas ma culture et mon identité sportive, donc oui, j'ai continué les mêmes sports que je pratiquais, sur la région parisienne. oui, Par contre, c'est en devenant, plus grand, adolescent et puis, jeune adulte que j'ai commencé à découvrir des sports qui étaient en contact avec la montagne. J'étais oui. pas skieur par exemple, tu Ah, vois? J'ai déjà été d'accord, skier quelques fois, mais OK, c'était pas mon sport de prédilection. d'accord. En revanche, j'ai découvert, De quelle où est manière? faire tes camps. De quelle manière? D'ailleurs, comment tu as découvert les montagnes? Tes premières, Alors moi, ça a tes été, premiers contacts, on va mes dire? premiers contacts avec Ouais, la montagne, ça a été à plusieurs reprises, avec mes parents lors de randonnées, randonnée? voilà des grands classiques de chez Mmh. nous et ensuite ça a été le vélo. Parce que j'ai toujours été amateur de VTT et puis, En vélo de piste? route. Ah, de route? Voilà, de route et de VTT D'accord. aussi, OK, voilà OK. et en fait, moi, c'est la route, je suis un fanat de sport d'endurance, en Ouais. fait et ça fait, ces 20 dernières années, je les ai consacrées quasiment qu'à ça donc la course à pied, donc aujourd'hui, on appelle ça du trail, que fait Ouais, cours en montagne mais voilà, marcher, ça m'a jamais trop botté. ouais. Par contre, j'ai toujours adoré courir donc voilà, j'ai toujours utilisé la montagne pour faire des énormes séances, voilà, pas y aller pour 1 heure mais plutôt, passer des journées entières à arpenter les sentiers les plus connus dans notre, belle montagne, Ouais, pyrénéenne et ouais. donc ça a été vraiment comme ça que j'ai découvert et puis, D'accord. je dirais que plus je vieillis, plus je me rends compte que, le terrain de jeu que nous offre notre département est peut-être un des plus beaux du monde parce que, honnêtement, en toute saison,
je trouve mon compte, comme on dit. Mmh. Il y a pas une saison que j'aime plus que l'autre. Ouais. En été, je fais les choses que je fais pas en hiver, évidemment. Il y a le choix de saison, Ah ouais. en fonction de la saison, en fonction de ce qu'on veut faire, comme activité et des spots, Pour tout. où là tu voilà, ouais. Donc c'est ça qui fait que voilà, je suis assez, je me sens aujourd'hui quelqu'un qui est pleinement en contact avec la nature, Mmh. locale et j'essaie de mettre mes enfants aussi de leur montrer qu'on peut faire plein de Baigner, choses et leur ouais. faire baigner là-dedans et je me rends compte que ça leur plaît, quoi. Alors c'est Mmh. pas forcément ça leur parle pour l'instant pas autant que pour moi Mmh. forcément, mais quand on grimpe pendant, 5-6 heures et qu'on arrive sur un lac de haute montagne, eux, ils ont juste envie de plonger dedans et c'est ça qui leur plaît. Mais, Et les motifs peut-être aussi, du moment qu'ils ouais. ont conscience qu'il y a un truc, extraordinaire, qui est en face de nous et qui est à notre portée au quotidien, c'est une vraie chance et je crois qu'on se doit d'en profiter. Ouais, Voilà. ouais, le contact à la nature, c'est très important. Et aussi à un moment donné dans ta vie, tu as fait un sport très particulier. Ah. Pas commun, pas très commun, et ben, lequel, moi je pense au football américain. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, avec quelle équipe Alors j'ai déjà? joué dans plusieurs équipes, Oui? mais ça va faire partie peut-être de l'histoire puisque, j'ai, bah, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été dans un cursus sportif toute ma vie, dans les Mmh. sports collectifs et malheureusement, le football normal, Oui. européen, celui qui a bercé mon enfance, qui était l'objet de tous mes rêves, de devenir un jour, le nouveau Zidane comme beaucoup Ouais. d'enfants. Hem, de façon assez utopique, certes parce que c'est très, très difficile aujourd'hui de pouvoir, faire carrière dans le football, professionnel, mais Mmh. j'ai voilà mon illusion, a cessé à 16-17, C'était un 18 rêve, ans, une motivation. voilà, c'était Ouais. une motivation qui m'avait poussé. Je me suis rendu compte que ça le faisait pas et comme il y avait plus ce côté compétition pour, devenir, professionnel, je me suis rendu compte que ça j'allais pas faire, carrière dans le football et puis, un jour, un copain à Tarbes ici m'a dit, «Tiens, il y a une toute jeune équipe de foot américain qui se monte» et moi j'ai toujours adoré la culture américaine à travers le cinéma, la musique et puis je venais en plus de rentrer de mon premier grand voyage où j'avais été à New York. Ah, donc tu as été imprégné Ah par, ouais, j'ai été imprégné ouais, de leur ça t'a culture. marqué? Ça m'a marqué et ça me marque encore tous les jours parce que je suis un grand amoureux Mmh. de la culture américaine parce que je crois qu'on l'explique pas, ça coule dans mon sang, c'est la Ouais, culture, la pop culture comme on dit, voilà, les films des années 80, la musique des années 80 ouais. jusqu'aux années 2000, voilà, ça m'habite complètement et en fait, je me suis dit: «Tiens, bah, pourquoi pas?» C'est un sport qui, de l'extérieur me paraissait être un sport de brute et c'était le contraire de ce que mon pote me disait, quoi. Il me disait: «Tu vas voir, c'est un sport de fou, c'est Mmh. trop bien, c'est le rugby, mais encore en mieux». Mais parce que moi, bah, tu sais, ici dans le coin, soit tu rugby, soit tu foot, quoi. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'avais pas trop envie d'aller au rugby parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait pas. Et puis finalement, je suis arrivé au foot américain, puis il y avait que des rugbyman. Ouais. Et en fait, bah, pour moi, je venais d'un autre sport et puis, Mmh. j'avais jamais fait de contact. Donc, le foot, c'est un sport de contact, mais pas du tout comparable Ouais. au plaquage qu'on peut Ouais. recevoir Tu as des séquelles d'ailleurs, de mémoire. ouais, ouais. Clavicule? Alors, ouais, épaules, des choses comme Ouais. ça, épaules, clavicules, genoux, enfin c'est, Ouais. Au moins tu aurais des histoires à raconter, ah ça c'est sûr. Et puis le foot américain, voilà, c'est un sport qui est pas énormément développé en France. Oui, Il y a une élite, qui joue à un niveau correct, oui. encore une fois incomparable avec, le niveau qu'on peut retrouver aux États-Unis, notamment en NFL. Mais un niveau quand même qui se défend, parce que c'est un niveau qui nécessite une bonne connaissance de ce sport et une grosse préparation à la fois. C'est une culture aussi, c'est un savoir-vivre, c'est Ah un complètement, oui, ouais, ouais. complètement. C'est voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et je crois que ça a été pour moi une forme de renaissance sur la partie sportive D'accord. parce que j'ai appris à me préparer physiquement, complètement aux antipodes de ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire, la musculation, mais en même temps, Mmh. l'explosivité, des choses comme ça et la stratégie. Et j'ai tout de suite accroché avec cet élément-là parce que Technique. on peut pas être, bon au foot américain si on n'est pas complet. Mmh. Et je pense que c'est ce qui me qualifie le mieux sportivement. Mmh. Je pense pas être bon, quelque part, mais je suis pas mauvais nulle part. Voilà, Ça, ouais. je pense que Équilibré. j'ai un petit peu de tout, j'ai un peu d'endurance, un peu de Et c'est vitesse ça et qui te voilà. motive aussi, Ah ouais, ouais, je suis touche à assez tout, c'est ça, c'est mon envie d'être polyvalence, plus voilà. plus polyvalent D'accord. et c'est ce que j'ai adoré dans ce sport parce que c'est un sport qui nécessite, une concentration. Puis il y a contrairement à tous les autres sports, je dirais, que j'ai pu faire et rencontrer dans ma vie, il y a une remise à zéro à chaque action. Au foot américain, c'est un Mmh. sport qui est haché,
D'ailleurs, en France, quand on comprend pas vraiment toutes les règles et tout ça, on a l'impression que c'est un sport qui s'arrête tout le temps. Ah ouais. Mais c'est un sport d'intensité, en fait. Donc, Mmh. le public, entre chaque action, pense que c'est un moment de pause, mais c'est un moment de pause qui reprépare 20 secondes ou 30 Une secondes plus tard stratégie, une intensité de 100%. d'accord. Et en fait, à chaque action, bah, on peut dominer son adversaire parce qu'il est meilleur que nous sur une action, 2 actions, et la troisième, Et donc on peut le à surprendre. chaque fois C'est ça. s'adapter. Et ça, c'est très dur D'accord. parce que c'est une remise en question pendant tout le long d'un match. C'est ce qui en fait pour moi un sport extrêmement stratégique et spectaculaire. Et voilà, c'est pour ça que je suis tombé complètement amoureux de ce sport, et j'ai évolué du niveau le plus bas, c'est-à-dire régional, pour après accéder à 3e division avec mon équipe de Tarbes, qui malheureusement n'a pas eu de suite après, mais j'ai eu l'occasion après de monter, d'être champion, encore une fois, j'ai été champion donc avec Pau, j'ai eu un titre, de meilleur joueur, cette année-là, MVP? ouais, MVP Mmh. Offense. Et après, je me suis dit: «Tiens, si je veux vivre mon rêve à fond de toucher l'élite d'un sport, peut-être qu'il va falloir que je bouge parce que c'est pas à Tarbes ou à Pau que je vais le Ouais. trouver», et je me suis lancé dans de longues, journées d'aller-retour à Toulouse, puisque j'ai Ah! été accueilli par les Ours de Toulouse, donc Ouf. la fameuse équipe Ouais, ouais, que tu mentionnais. Et puis, ouais. voilà, les Ours de Toulouse qui m'ont, très gentiment accueilli avec Mmh. un staff super et Mmh. des gens passionnés là Ouais, vraiment, ouais. et là j'avais l'impression de vivre, l'Amérique en France, quoi. Mmh. Et donc, bah, division 2, puis, on a eu la chance d'être promus, en élite. En plus, c'est une équipe soudée, ils se Ah voient oui. ensemble, ils ont un café aussi, un bistrot, un café où ils se voient, Ouais, ouais, tu dit, ouais, 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 c'est une grande famille, les Orange, je dirais que c'est une grande famille. Il y avait des joueurs, jeunes, il y avait des joueurs de mon âge qui avaient une histoire un peu comme moi, tu as été bien accueilli, super bien ouais, c'est accueillis. vrai. Et puis les gens étaient impressionnés de voir, que pour un sport, amateur, que quelqu'un vienne jouer par passion, Ouais. depuis tard dans faisant des allers-retours. Les gens étaient impressionnés par mon investissement, et Mmh. et du coup, ça a très vite, facilité, mon introduction dans l'équipe. Et puis bon, tu joues en élite et puis tu as pas le temps d'être impressionné. Je suis arrivé, je Tu jouais voulais contre des remplir. Canadiens, des Américains, et Oui. et là tout de suite je me suis dit: «Waouh, c'est pour ça que je suis venu». Donc, je me suis battu pour avoir ma place, pour être dans l'équipe, après pour, passer de backup, donc de remplaçant à starter. Et quand j'ai enfin réussi à jouer quelques matchs en tant que titulaire, bah, j'ai essayé de me battre pour garder ma place, et on a au final, atteint, dès notre première année, dès ma première année à moi en élite, on a atteint les demi-finales, donc c'est Quand même, extraordinaire. sûr. Et c'est vrai que, bon, voilà, le score est anecdotique, mais tu finis en jouant par le champion d'Europe, et voilà, tu vas à Thonon-les-Bains, Quand même. tu joues contre les meilleurs joueurs d'Europe, à l'heure actuelle. C'était une expérience que je regrette Bravo. pas. Pour des raisons familiales, après, je Oui, pouvais pas continuer. oui, bien sûr. Je savais que Tu occupais quel poste? alors moi, j'ai joué plusieurs postes au foot américain. D'ailleurs, c'est pareil, c'est encore cette histoire de polyvalence qui Ouais, revient. voilà. Mais en gros, j'ai commencé par quarterback, Quarterback, donc voilà. c'est le meneur, Ouais, en quelque sorte, c'est le leader, de l'attaque, quoi. Et cette polyvalence m'a permis justement de pouvoir, quand tu es quarterback, forcément, tu dois être conscient de tout oui. ce qui se passe en attaque. Mmh. Donc tu connais, le tracé de tes receveurs, les blocs Les profils tous aussi, les où ils se profils, ouais. comportent, ouais. Tu dois étudier ta défense, donc la défense adverse et tout. Donc ça nécessite quand même un IQ, football qui était important. Mmh. Donc je me suis vite investi pour comprendre ce sport. Et après, plus le niveau est monté, plus j'ai eu des postes, différents, parce que évidemment en élite, tu arrives pas à jouer quarterback comme Ouais, ça. ouais. Et donc je suis passé progressivement, je suis resté en attaque en longtemps, j'ai joué running back un petit peu. OK. Et comme j'ai joué à ces niveaux qui étaient quand même relativement bas, je faisais ce qu'on appelle du double plateau, double team. Je partais jouer, En en receveur? défense. Ah, en Non, défense? en En défense. défense. Et ouais. Oui, parce que tu as été aussi, donc, tout à l'heure tu l'as dit, MVP offense, Au fait, donc, ouais. tu étais Mais j'ai joué aussi en fort défense en en même temps, ouais. OK. Donc Et tu et plaquais, je commençais à apprendre à plaquer, et je voyais que ça me OK. plaisait, parce que c'était ouais, au début, j'avais peur de plaquer. Enfin, Ouais. franchement, j'avais très Oui, peur. c'est une technique, C'est de la technique, et ouais, et c'est un sport qui, voilà, qui demande plein de voilà, il faut travailler, il y a de la Mmh. technique, quoi, beaucoup. Et en fait, voilà, quand je suis arrivé aux Ours, je suis venu pour jouer en attaque à la base, et voilà. Il s'est passé un tas de petits trucs, et puis d'un entraînement à l'autre, d'un match à l'autre, je suis parti dans l'escouade, défensive. Et là, j'ai trouvé mon poste. J'ai joué donc, en toute mon année en élite en ce qu'on appelle un defensive end. OK. Sur la ligne défensive, c'est le plus extérieur, donc, ça correspondait enfin à mon gabarit. Donc, faut être à la fois un petit peu lourd, Explosif mais aussi. très explosif, Oui. quoi, très rapide, Mmh. très explosif, et ça a été vraiment, hyper intéressant pour Mmh. moi. J'ai joué contre des joueurs qui étaient importés des États-Unis, quoi, donc, des imports US qui avaient 20 ans de foot américain derrière eux, donc c'est fou, quoi, des gars qui étaient à la porte de la NFL. Ouais. Et là, tu te rends compte que, voilà, le niveau en France, c'est pas la même chose, mais, Tu le sens, tu le vois devant toi, ouais, c'est ça, ouais. c'était pas la même chose. Mais Ouais. c'était, voilà, une belle aventure, que j'ai appréciée, quoi, Bon, bah, voilà. bravo.
Waouh. Alors, revenons sur le territoire. En quoi le territoire, il t'a forgé? Caractère, ambition, valeurs? Bah, je dirais que, comme je te disais plus tôt, c'était les sports d'endurance qui m'ont beaucoup, beaucoup plu ces dernières années. Mmh. Quand j'ai arrêté le football américain, je me suis dit: «Tiens, là, j'avais plus beaucoup de poids» et je me suis dit: «C'est pas comme ça que j'ai envie de vieillir». Mmh. Voilà, avoir beaucoup de muscles ou autre, Ouais. c'était pas ce que je Toi, voulais. tu plus, porté sur l'endurance que Voilà, l'explosif, enfin, que la force, c'est la force brute, quoi, autant voilà. la force brute, oui. Et donc en fait, voilà, quand j'ai arrêté le foot américain, je me suis dit: «Bon, voilà, je m'étais préparé pour le football américain. Maintenant, j'ai envie de me lancer des défis plutôt propres à ce que j'aime le plus faire en entraînement, en préparation, quoi». C'était vraiment, de faire des sports de fond et donc là, sont venus, bah, les deuxièmes rêves que j'avais en seconde lame, c'est-à-dire courir des marathons, Oui. faire des courses de vélo, des trucs comme ça, quoi, C'est vrai qu'il y a de quoi faire ici, hein. il y a de quoi faire, des grosses randonnées, des ultras, des trucs comme ça. Et à l'époque, hors de question de pouvoir pratiquer ces sports en Mmh. faisant plus de pour presque 110 kilos. Mmh. Et donc bah, je me suis préparé, voilà, je me suis métamorphosé complètement, j'ai perdu 30 kilos très rapidement. Presque 110 kilos. Tu mesures combien? Je fais 1,85 m et 110 kilos. ouais, je faisais 110 kilos et ouais, ça va très vite, hein, la muscu, c'est Ah mais tu m'étonnes. ça voilà, quand tu pratiques la muscu quelques années, forcément tu prends du poids. Mmh. C'était très fonctionnel pour le foot américain, je le ressentais. Mmh. Mais après voilà, dans la vie de tous les jours, ça m'était plus utile donc j'ai fait le choix de par plaisir, attention, c'est Oui, pas une oui. moi je il faut pas voir ça comme une contrainte. C'est un choix C'est un choix, et voilà, je me suis mis à courir, à reprendre la course à pied, parce que j'avais toujours couru en fait, hein, mais à reprendre vraiment, course à pied de façon, beaucoup plus régulière et le vélo, donc là, je me suis lancé à fond dans les vélos de route à l'époque et puis, bah, là, le territoire, clairement, il rentre en jeu parce que, ici, faire du vélo sur du plat, hors de question. Alors que j'en fais un petit peu, hein, mais en réalité, je prends mon vélo et direction les montagnes et puis, bah, au début, je m'en souviens, tu vois, petite anecdote, tu vois, la 1re année, ouais. je m'étais fait une liste sur un site internet, j'avais cherché tous les cols de montagne. Alors tu vois, je connaissais personne, qui faisait trop de vélo et tout ça autour de moi, donc je me suis un peu débrouillé. J'ai acheté mon premier vélo de route et puis, j'ai regardé, j'ai classé les cols par difficulté, tu vois? Le dénivelé positif, le nombre de kilomètres et en fait, je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pris le plus difficile et j'ai été jusqu'au plus facile. Donc j'ai Ouais. commencé, j'ai fait, col du Tourmalet Ah, tu as évidemment. commencé directement par le Mon plus premier difficile? col, c'est Tourmalet, ouais. OK. Premier col OK, Tourmalet OK, OK. et bah, pour te donner vraiment une histoire Ouais, vraie. on voit le personnage aussi, hein. Ouais, non, bah, alors je sais pas si on peut dire ça, mais en fait, je suis du genre à me dire: «Si j'arrive à faire ça, je peux tout faire après», tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en Commence fait, par le plus difficile ah et ouais. après, Puis j'en rêvais, tu vois? Quand je voyais ces gens arriver, au sommet du Tourmalet, moi je suis un grand fan du Tour de France depuis mmh, toujours et pour moi le grimpeur c'est mythique, quoi. mmh. Quand tu arrives au sommet d'une montagne, tu vois, il y aura le lien, peut-être avec l'Everest après Oui, dans notre oui, discussion, mais oui. c'est une sensation, c'est une adrénaline, que te D'accord. procure le sport et comme un projet qui se transforme en Oui, à chaque fois, je remarque que tu sommet. parles toujours, du sommet. Ça, le sommet, le mot sommet ou même indirectement, tu reviens toujours, tu commences toujours par le sommet et Tu puis pars d'en bas et ouais. tu regardes vers le haut, quoi, c'est ça. Et donc là, pour l'anecdote, j'achète mon vélo, dans une boutique connue, je sais pas si on a le droit de citer les marques dans le temps fait. Ouais, pas de Si, souci, dans une fabuleuse boutique, Trek Tarbes, Trek Tag et à Trek qui est toujours, qui est toujours, ouverte, qu'on salue. qu'on salue bien sûr et une super équipe. Oui. Et en fait, bah, je lui dis au vendeur que je lui dis: «Voilà, j'achète le vélo, OK», donc chez Trek Tarbes, fabuleuse boutique avec une équipe incroyable. Ouais. Je leur dis: «Bah, voilà, super, il me faut un vélo, là, je pars, faire le Tourmalet» et ils m'ont regardé un peu comme un fou, dubitatif, quoi. Le gars, il arrive, Ouais, c'est qui ce personnage? il laisse, sa carte bleue, pour, une grosse dépense, un vélo Ouais. de route, quoi, chez eux et puis moi, j'étais déterminé, quoi. Je me dis: Ouais. «Bah, je me démonte pas», je leur dis: «Ouais, si, 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 là, je pars tout de suite faire Ah, le c'est mal Tourmalet». encore, Ils me il connaissait connaissaient pas pas du encore. tout. Et en fait, bah, il me conseille, il me donne des bons conseils, j'ai les chaussures, ils m'installent tout en fait, c'est même au-delà de leur travail en fait. Ouais, Parce c'est vrai. que voilà, ils me donnent tout bien, ils me règlent tout et tout ça et puis, Ils ont compris ton besoin et en ah ouais, fonction, ils ouais, t'ont ils se proposé, sont adaptés ouais, c'est et ils bien. m'ont dit: «Mais vous êtes sûr, il me dit à l'époque: «Mais tu es sûr de vouloir aller faire le Tourmalet pour commencer et tout?» Je dis: «Oui», je pars tout de suite. Elle me dit: «Mais Ouais. tout de suite maintenant?» Je dis: «Oui, oui, oui». Et là le gars me dit: «Mais tu as pris de l'eau?» Je dis: «Non, j'ai pas pensé». Et donc le gars il m'a offert 2 gourdes, L'eau, c'est la base, déjà. il m'a rempli l'eau, Commence par l'eau. il m'a rempli l'eau, Ah oui, il t'a mis, il m'a un offert 2 gourde. gourdes, mais Ouais. genre je partais sur le parking sans eau, quoi. Et donc il m'a mis les 2 gourdes et puis je suis parti faire le Tourmalet. Alors honnêtement, j'en ai chié. Ouais. Je suis arrivé à la Mongie et une fois arrivé à la Mongie, j'étais presque
voilà, je voyais les étoiles, je l'ai Arrivé fait. déjà à la Mongie, c'est déjà Ouais. pas mal. Et là, j'ai posé le pied par terre et puis je croise quelqu'un que je connaissais, qui était à la Mongie en rando, voilà, qui était en train de se balader quoi autour. Et puis là, il me dit: «Ah mais non, mais tu presque arrivé, il reste plus que 3 kilomètres, mange un morceau». J'avais rien mangé Oui, c'est vrai. et j'avais rien mangé et tout. Il m'avait dit: «Mange un morceau et tu te le finis, tu pas loin». Et en fait, bah, j'ai pris un sandwich et je suis parti Waouh. et j'ai fait le Tourmalet. Quand je suis arrivé en haut, tu vois, cette sensation incroyable. Oui. Et après, j'ai repris mon petit calepin, puis j'avais vu le col de Portet, voilà, c'est plus haut Ouais, des allez, Pyrénées après de c'est mille bon. neuf cents Après mètres. tu te donnes des Tu objectifs parti. à l'aise parce que tu as fait le plus difficile, en Ça fait. fait plus difficile et tu descends, ouais. C'est une philosophie, en fait, ça me rappelle un peu, ce que la vie, Ah ouais. ou les objectifs de vie, le voilà. Et ouais, puis c'est une façon de toi aussi je pense que j'ai besoin de toi de me prouver que j'ai cette capacité de me dépasser. Mmh. Et je crois que on en reparlera après avec l'Everest, Bien mais sûr, bien sûr. c'est ça qui souvent revient dans ce que j'essaie de ressentir comme sensation, tu vois? Et j'aime me mettre au pied du mur et me dire Mmh. que tiens, voilà, là il y a un truc, je sais que ça va être dur, je sais que je vais en chier. Mais j'ai pas le choix, je vais y Mais je vais y arriver et je vais tout donner pour y arriver. Donc parfois je sais que je me mets un peu en danger ou que ça peut paraître absurde pour beaucoup de gens, mais moi j'ai besoin de ça. et mmh. et quand j'arrive en haut, je ressens quelque chose et qui me donne, qui me procure vraiment une sensation de fierté et de bien-être qui est énorme. Et ça, c'est le sport, avec un grand S, Oui, mais c'est aussi ce genre de grands défis. Et donc tout comme quand tu t'alignes sur une course, pour des personnes, courir 5 kilomètres sans s'arrêter, c'est une première étape. bien sûr. Pour moi, ça l'a eu été un jour, Mmh. et après c'est 10, après c'est un semi. Et là, un jour, je me suis dit: «Bah, tiens, le semi, tu le fais, pas trop mal. Putain, le marathon quand même, ça doit être quelque chose». Puis une fois que tu as fait plusieurs marathons, tu regardes là les Kylian Jornet, les gars qui courent des ultras. Tu les comprends d'ailleurs, tu comprends Ah la complètement, souffrance. complètement. Mais c'est la souffrance qu'on recherche, en Bien fait. sûr, bien D'une sûr. certaine façon, Bien sûr. l'endurance, Mmh. c'est aimer la souffrance. Mmh. C'est aimer, L'accomplissement naviguer de dans la souffrance et se dire, mmh. «Là, j'ai mal, mais je continue et Mmh. j'arrive à pousser mon corps toujours Ouais. plus loin». Et le corps, qui est quand même une machine intelligente, Mmh. s'adapte. Et je crois que, tu vois, je te parlais tout à l'heure de musculation, je Mmh. crois que c'est un petit peu la leçon dans tous les sports. C'est que c'est l'échec qui te permet de progresser, c'est, aller pousser ton corps dans son retranchement, c'est quand il souffre qu'il va, générer une adaptation et générer un muscle plus gros, hein, Mmh. de façon un peu grossière, Oui, oui, car bien sûr. mais c'est ça. C'est ça que je recherche. Tu l'as vu toi? Tu l'as ressenti? Tu l'as vu, en revenant de l'Everest que ton corps avait changé, il s'est adapté par rapport à cette endurance? Alors, Tu l'as vu? c'est d'une certaine façon, oui, forcément. Là où c'est que j'ai ressenti surtout, c'était l'épuisement, mental que j'avais jamais Ah, c'était vécu. plus mental, Ouais, mmh, j'avais jamais eu ça. C'est-à-dire que, d'accord. quand tu pars, sur n'importe quel type de projet, à n'importe quelle échelle, je veux dire, tu vas avoir un moment donné où c'est que tu as puisé d'une certaine façon. Et on m'avait prévenu. On m'avait dit: «À l'Everest, tu risques De lâcher de prise? pousser, ouais, tu risques de vraiment puiser, sur la partie mentale, même si tu as déjà réalisé des montagnes ou d'autres, choses où c'est que tu as Mmh, déjà poussé le curseur assez loin». On m'avait prévenu, on m'avait dit, tout l'environnement qu'il y a autour qui est très hostile, les temps d'attente. Pour moi, c'était ça aussi, c'était l'impatience d'être au pied de la montagne et d'attendre, le feu vert météo pour monter. Et de se dire, «Je sais pas vraiment ce qui m'attend au-dessus», parce que tu sais pas comment ton corps va réagir. Et puis tellement de facteurs. Tout ça, j'ai ressenti une forme d'oppression, si tu veux, parce que, il y a frustration? frustration, mais une vraie oppression. Pourquoi? Parce que Ouais. tu as tout qui se prête à toi pour pas que tu le fasses. Mmh, C'est-à-dire que tu as tes yeux, tes sensations, ton manque d'oxygène, mmh. tu peux plus Il y a t'aller ta ça, tes petite copains. voix qui te dit: Ah, il y a tout. «Lâche prise, Il y a reviens, tout qui te qu'est-ce dit: que tu «Bah, fais là?» stop, qu'est-ce que tu fais là? Mmh. Alors Retourne chez que toi, Pic, quoi». tu le vois? Alors que le pic, tu le vois tous les Ouais. jours et que tu es là depuis plus d'un mois et que Mmh. ta famille te manque, Oui. tu as envie de retrouver un bout de fromage ou un Ouais, un ouais, morceau de tu m'étonnes, saucisson. tu m'étonnes. Et pour moi, bah, c'était vraiment, tout ça, j'étais prêt à Mmh. l'affronter sans aucun problème. Mais l'accumulation de ça, de pas prendre de douche, de pas ci, de pas ça, Mmh. tout ça, ça a été la vraie adaptation pour moi, ça a Et été en même temps, de ça. ta famille était aussi une motivation. Puis tu portais, le drapeau du pays. Ah oui, Et puis un autre drapeau, si tu veux en parler, parce que tu as planté un drapeau, très important au Pic, le Toit du Monde, bien sûr. qui est là actuellement pendant qu'on parle, Il est au Quick du il Midi, est au au pied au Pic. comité handisport, il Tout avait à 2 fait. drapeaux exactement. Exactement, ouais. Il y avait, comme on dit tout à l'heure en parlant du pic, c'était ce drapeau qui me tenait à cœur parce que ça montait mon identité, Mmh. mon héritage. Oui. C'est le pic du Midi, parler de notre département, de dire voilà, voilà d'où je viens. Mmh. Et là, des centaines d'alpinistes qui m'ont demandé, c'est quoi, le pic du Midi et tout. Alors je leur dis: «Bon, rien de très haut, Ouais. mais c'est une montagne qui est fabuleuse, Oui, c'est le plus haut que ça va sur la symboliquement, c'est exactement. symbolique». Et des paysages magnifiques, Ouais. voilà, c'est ce que nous réserve aussi, le pic du Midi. Et donc j'étais très fier de porter ces couleurs-là, Bien de sûr. me dire: «Bah, voilà,
Tu as et laissé un bout du pic du Midi, en quelque sorte. sur le toit du monde, c'est ça? C'est, En quelque sorte, c'est voilà, c'était ça mon intention et mmh, puis, le second drapeau, bien sûr, le drapeau du projet Ensemble au sommet qui réunissait, à la fois, tous les sponsors et partenaires qui nous ont, accompagnés, qui ont permis de mettre, ce projet, en œuvre et le mmh. mener à bien. Pour Qu'on moi, c'était c'était qu'on remercie aussi, qu'on remercie énormément, c'est ça. je cesserai jamais de les Nos remercier. De anciens toute potes, façon, voilà, ils ont cru, très important. à ce projet un peu fou parce que je m'en Mmh, souviens la première fois que je suis rentré dans Satin, je leur dis: «Bah, je pars pour, faire l'Everest» et il y en a qui m'ont regardé avec, c'était en mode, «Il est fou ce», tu vois? Et je me oui, disais: «Mince, je veux leur montrer ouais, qu'ils ont raison de me faire bien confiance» sûr. et puis surtout, voilà, le comité handisport, tous ces toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre et que je veux mettre en lumière toute ma vie maintenant, Ouais, c'est mon but, quoi. C'est de dire aux gens, il y a des éducateurs, il y a des parents, bien sûr, avant même tout ça, il y a voilà, il y a des parents qui s'occupent tous les jours, de leurs enfants en situation de handicap. C'est très dur, mmh, on ils n'ont pas besoin de notre, pitié et mmh, ce qu'ils veulent, c'est simplement, être reconnus, pour pouvoir, offrir, assister, les meilleures choses possibles. Parce que tout à fait. être en situation de handicap, ça veut pas dire qu'on peut pas faire, quoi que ce soit, qu'on n'a pas le droit au bonheur, qu'on n'a pas le droit à avoir c'est justement ce que moi je te parlais de pour moi Bien tout à sûr l'heure. et C'est cette, sensation d'achever, quelque chose, d'aller chercher un sommet oui, et c'était ça le message, que je voulais porter et puis bon voilà, on l'a partagé, ensemble à la Concagua, à l'Everest. J'avais beaucoup, beaucoup de monde au téléphone, beaucoup de monde avec qui j'échangeais des photos, il y avait des personnes qui faisaient des tu avais fait des prières. lives aussi, J'ai fait des lives, on a fait plein mmh, de choses, ouais, ouais, je t'avais jamais dans les suivi. écoles, on a Ouais, vu j'ai ouais rencontré du monde honnêtement, ce que j'aurais jamais imaginé plus tôt dans ma vie et et il y a des choses qui t'ont marqué, durant l'ascension? alors Mmh. pendant l'ascension, moi Bah, en amont, juste au pied de l'Everest, en voyant la sommité, la grandeur, de ce qui t'attendait, ouais, le premier contact visuel avec l'Everest, oui, c'est oui, assez particulier c'est parce que impressionnant, de c'est voir juste 8 m², à 8 000 m d'altitude, c'est impressionnant. c'est très impressionnant, Ouais. surtout que ça fait déjà plus d'une semaine en général qu'on marche Mmh. pour en arriver là et on regarde sa montre, on se dit: «Waouh, on est déjà à cette altitude» et là, Ouais. c'est encore bien loin et on voit qu'il y a une forme d'hostilité liée à l'altitude La nature. qui est vraiment Mmh. incroyable et c'est ça que moi qui m'a impressionné au début. Après, j'ai jamais douté, vraiment, j'ai toujours dit, «Je vais tout donner dans tous les cas et j'irai le plus haut possible». Ça a toujours été mon discours de toute Mmh. façon. Et j'ai jamais douté de mes capacités, je savais que quoi qu'il arrive, je ferais de mieux avec mes armes, comme on dit Mmh. et non, tu me demandais des moments difficiles, de doute. Difficile ou qui t'ont marqué, et ça peut être, le contact avec les locaux, parce que je t'avais vu aussi, faire même des prières, tu avais des contacts avec des jeunes, tu as joué, au Ouais, basket aussi, c'est vrai, ouais. ouais, j'ai vu. Bah, ouais, en Ce fait, terrain aussi, il est connu d'ailleurs, il est tout à devenu fait. mythique, Même chez ouais, Bazin, ouais, ouais, ouais. c'est en fait, c'est vraiment, je pense, L'humilité, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment, moi, ce en qui m'a bien ou en marqué mauvais? Une expérience, l'expérience globale qui était à vivre au-delà de l'alpinisme, du sommet, c'était vraiment, je voulais pas manquer le rendez-vous avec la culture népalaise, qui est quand même une culture qui est, un petit peu à part dans le monde. Il y a plein de cultures évidemment, mais la culture, du Népal, elle est vraiment un petit peu à part entière. C'est un mix, du bouddhisme et de la culture indienne et en fait, voilà, ça fait un peuple qui est d'une générosité, d'une bienveillance mmh, incroyable, mais malgré tout qui est très, très pauvre aussi. mmh, Et en fait, le but de ce voyage pour moi, c'était de vivre vraiment, dans le respect, des traditions et en fait, de ce côté-là, voilà, c'était incroyable. J'ai rencontré tout de suite, toutes les personnes de l'équipe, les cuisiniers, enfin, mmh. toutes les personnes qui ont permis, à l'expédition d'arriver au bout parce que, Les guides aussi, les guides, les Sherpas, voilà, tout ça, ce sont des gens qui rendent, sont cette courageux, qui expédition aiment bien possible. faire des allers-retours, C'est incroyable, quoi. ouais, Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est unique parce que c'est quasi unique au monde, si ce n'est unique au monde, des gens qui évoluent, à une telle altitude, qui mmh, naissent là et qui, donnent toute leur vie pour permettre à des gens comme moi de vivre leur rêve d'alpinisme ouais, et de sommet de plus de 8 000 mmh. et c'est ça, cette expérience-là a été très riche et très, très, très belle. Voilà, donc ça, c'était Tu magique. tu peux nous parler un peu plus sur la partie logistique justement, qu'est-ce que tu as enfin, qu'est-ce que tu as emmené avec toi? Qu'est-ce que ça représente, parce que pour nous, ou pour certains, c'est juste, la bouteille d'oxygène, la tenue qu'il faut, mais j'imagine que c'est plus Ah, important. Déjà les bouteilles d'oxygène, il faut consommer, je sais pas combien, il y a
Bah, disons qu'il y a une logistique effectivement qui est un petit peu unique pour ce sommet-là parce que, contrairement, à d'autres types d'expéditions en haute montagne, l'Everest, c'est une longue expédition parce que l'acclimatation y est très longue et C'est on par peut palier? c'est par, on peut appeler ça des paliers, en réalité on appelle ça une rotation Rotation? et en fait cette rotation, va être très longue et en plus elle peut, avoir un facteur, météo qui la rallonge, énormément et on peut pas se permettre de rester Mmh. pendant un mois au camp de base sans pouvoir s'octroyer 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines de plus Mmh. en cas de mauvaise météo. D'accord. Et c'est ce qui fait, d'une expédition à l'Everest, aussi compliquée à organiser logistiquement parce que tu pars avec de l'équipement, de moyenne montagne, puis de très haute montagne. Donc il faut avoir des équipements techniques, mais on peut pas se permettre d'en avoir qu'un, donc il faut du spare quoi. Il faut en avoir toujours un ou 2 Backup. plus, Ouais. des backups, voilà. Et il faut avoir aussi, bien sûr conscience que ce matériel-là, il est presque, destiné uniquement au sommet. C'est-à-dire que c'est du D'accord. matériel C'est one shot, spécifique. c'est Ouais, c'est du pour une matériel one action, shot point, pour on va dire mais du ça plus pèse, suivi. vous faisiez comment? C'est des mulets? Comment vous faites, Alors, pour, pour te répondre par rapport au poids, non, ça pèse pas tant que ça. ah bon? C'est non, parce que c'est du vêtement très technique, très coûteux et Mmh. c'est pas, c'est vraiment du Pensez aussi pour, pensé pour ça. Donc le but, c'est il y a quelques couches, mais ça reste quand même assez honnête en termes de poids et de volume. Par contre, oui, il y a une logistique forcément pour amener tout cet équipement tout en haut mais avec et quoi, comment et vous donc là, du coup, on a voilà, si tu veux, quand tu arrives à Katmandou, la logistique est déjà préparée. Donc il y a un avion, qui est vraiment affrété par la compagnie qui t'amène à Lukla, un aéroport qui est très connu, ouais? intriguant parce que tu arrives en pleine haute montagne déjà, très, très haut. C'est vraiment comme un pèlerinage déjà pour Mmh. un alpiniste ou même un simple trekker. C'est énorme de passer par Lukla. Tu repenses, aux pionniers de l'alpinisme qui sont tous passés forcément par là. Ouais. Donc et qui sont d'ailleurs, voilà, il y a plein de stèles et d'hommages qui sont rendus, à Tenzing Norgay par exemple et Sir Edmond Hillary, Mmh. les premiers qui ont atteint le toit du monde Mmh. et en fait quand tu arrives, à Lukla, bah, tout de suite l'atmosphère change et là tu quittes le côté urbain et tu arrives, bah, à flanc de montagne, tous les Extrême, jours. bien. Extrême aussi, ouais, en Mmh. quelque sorte et puis tu commences à ressentir l'altitude et puis là tu rencontres pour la première fois les yaks donc c'est, le moyen de transport le plus utilisé et ils se battent pour que ça le reste parce que commence à avoir des moyens, avec un bah, voilà, on commence à avoir des moyens différents à offrir mais Ouais. ça permet à ces gens-là de vivre Mmh. et c'est le commerce, et donc le tourisme, je dirais, Mmh. de l'alpinisme et du trekking qui permet à ces gens-là de vivre toute l'année et donc en fait, les yaks, sont avec leurs fermiers si tu veux et ils déambulent tout le long de ces chemins, à une vitesse incroyable et en portant des charges impressionnantes. C'est ça qui m'a impressionné aussi, C'est ça, ouais. pour avoir vu des vidéos, c'est incroyable. Ah Ils faisaient des beh allers-retours ah alors que ouais tu as même pas tu et ils pas emmènent arrivé des à choses que tu ne ferais même c'est pas ça. imaginer. Alors, tu as les Sherpas qui portent, Ils sont tu tout es dans les menus en yaks. plus, Ils sont tout menus, tout petits et très légers et ils portent, ouais. des canapés, des frigos, des trucs comme ça et ils montent, voilà, ils montent des murs comme ça, Mmh. sans s'arrêter quasiment et en fait, voilà, moi j'ai adoré de cette partie-là de l'expédition parce que tu avances et c'est vraiment, il y a un rythme qui est vraiment à part. C'est vrai, ce sont des vrais villages où c'est que les gens vivent pour de Mmh. vrai, où les enfants, ont droit à une petite école et cetera. C'est des mini villages quoi, peut-être une cinquantaine de personnes qui vivent mais tu peux, t'y rafraîchir, manger un petit morceau, toutes les demi-heures, heures, tu tombes sur un petit village comme ça, le long du tu traverses des ponts suspendus avec le vide en dessous, enfin Ouais, c'est incroyable tu imagines bien que les paysages aussi sont ouais, splendides, tu es ouais. au cœur de l'Himalaya et donc voilà, ça c'est vraiment le et puis voilà, il y a des gens adaptés à chaque situation. Donc au début, ce sont des porteurs de moyenne altitude et plus tu vas monter, plus, on passe sur l'alpinisme. Donc il y Mmh. a des porteurs de goutées d'oxygène pour aller, une fois que tu es arrivé au camp de base, ce qui se passe au-dessus n'est plus du tout comparable à en dessous. Là, tu traverses, la cascade de glace, donc un endroit mortel et qui bouge, constamment et Mmh. là, c'est un autre type de porteurs. C'est des porteurs de haute altitude qui sont un peu, l'élite chez les porteurs. Comme ils C'est, sont tous passés en bas, à porter, les denrées, la c'est des nourriture et échelons, tout, c'est des c'est échelons. des échelons Mmh. et après, ben, tu as, on va dire, les Sherpas, Ouais. c'est presque un nom de famille chez eux. Ils portent le nom de Mmh. Sherpa dans leur carte d'identité, si tu veux. Ouais. Sherpa, c'est une communauté, c'est une famille et en fait, beh, ces Sherpas, commencent, par en bas, c'est-à-dire ils commencent, à amener, des sacs de riz, de Lukla sur les villages et après ils arrivent petit à petit à progresser sur le Khumbu et sur les camps 1, camp 2, Mmh. camp 3 et cetera et les meilleurs, ceux qui sont après, retenus pour continuer à évoluer, deviennent des guides, one one avec des alpinistes Des commerciaux. corbeaux?
jusqu'au bout. Et donc ça, c'est pour eux, c'est le grand luxe. Pour eux, il faut Ah savoir ouais, ça. c'est vrai? Ah oui, je connais très peu finalement, tu Mmh. il y a moins de 400 permis par an qui sont délivrés, donc ça fait pas beaucoup de chapeaux, ça fait du boulot pour Mmh. 400, on va dire, Ils arrivent au pic combien de fois par an? une seule fois. Ah, c'est une seule. Il faut savoir qu'à l'Everest, Il il y y a une a fenêtre, voilà, il y a une fenêtre de tir, on pourrait dire, voilà. qui est très courte, mis à part, pour deux trois alpinistes, des athlètes de très haut niveau qui parfois vont Mmh. faire des tentatives à des Oui. saisons différentes ou autres. En réalité, les expéditions commerciales sont réservées sur, la seule fenêtre météo qui est juste avant, la saison des pluies, en fait, hein, c'est la mousson, on appelle ça. Mmh. Et en fait, c'est entre l'hiver et la mousson et donc c'est un moment qui est Calme. propice à ça, qui est plus calme. C'est avant les voilà, on est entre la neige et la pluie, il y a moins de vent, c'est surtout le vent qu'on évite en fait à Mmh. l'Everest et c'est le seul moment de l'année où c'est qu'on peut y aller donc parfois il y a ce phénomène qui arrive également entre septembre et octobre, mais en réalité voilà la saison de l'Everest se cantonne maximum à 3 semaines quoi. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait, des tempêtes de vent. Parce que, j'avais vu, je crois, un live où tu étais dans ta tente. Ouais. Tu avais fait une vidéo que tu as partagée, où il y avait une tempête. En fait, tu as montré, je crois, à l'extérieur et donc il y a eu un petit passage, donc cela n'empêche pas de se Non, retrouver, en fait, enfin, c'est imprévisible en c'est un montagne, hein. voilà, la montagne dans tous les cas, peu importe l'altitude, reste imprévisible, mais là, allez, on peut pas vraiment comparer ce qui se passe là-haut. Mmh. Plus on grimpe, plus, les variations climatiques peuvent être, extrêmes, et vraiment soudaines Oui. et donc, nous, on est passé à des moments, voilà, grand ciel bleu, le soleil qui te cogne dessus, tu as l'impression que dans ta Ouais. combinaison qu'il fait 500 degrés dedans, Mmh. puis d'un coup, un nuage qui passe devant, un coup de vent, des bourrasques, qui rendent, le blizzard quoi. Tu as Ouais, tout qui ouais. congèle instantanément et c'est assez incroyable parce que oui, plus tu montes, plus tu ressens qu'on n'est rien face à la nature et que Mmh. là, la vidéo que tu as vue, c'était, notamment au camp numéro 3 Ouais. qui est le col sud, on appelle ça. Donc c'est vraiment un col qui voilà, il te reste plus que il reste encore beaucoup, Ouais, mais je veux c'est dire, la dernière ligne droite, la quoi. dernière ligne droite, voilà et donc là, quand tu arrives là, c'est les conditions sont extrêmes parce que là, tu es entre le Tibet, donc la partie chinoise Ouais. et le Népal et donc c'est là que les vents, soufflent, Mmh. c'est vraiment un endroit très hostile pour l'être humain et la nature là vraiment, elle fait pas de cadeaux là. Alors j'ai entendu dire ou j'ai vu dans des vidéos, même dans les films, hein, où tu croises des corps, est-ce que c'est une légende ou c'est vraiment, des personnes qui ont essayé de gravir l'Everest et qui sont restées sur place parce que, ils n'arrivent pas à les bouger ou je sais pas quoi, ils sont inaccessibles ou, parce que Malheureusement, c'est le cas. c'est le cas? Malheureusement, Mmh. c'est le cas à 100 parce que, bah, c'est tellement aride, tellement extrême, je dirais, que quand tu arrives à ces altitudes-là, tu n'arrives même pas presque à te gérer toi-même. C'est-à-dire que tu es dans un état un petit peu, Malgré de les faiblesse intense, malgré l'équipement. c'est Tu incroyable. es déjà au bout de ton effort, ça fait déjà longtemps que tu es là, tu as déjà été affaibli, en fait, Oui. par des longues journées de marche et un manque d'oxygène, qui est vraiment, bah, qui laisse vraiment personne à part, même les plus gros athlètes du monde, qui grimpent même sans oxygène ou Mmh. autre. C'est des prouesses, qui sont, extrêmes évidemment, mais Mmh. qui n'enlèvent en rien le fait que quand tu arrives à plus de 7 000 m, je dirais que là, ça devient vraiment, critique. On ne peut Mmh. pas rester très longtemps là. On a conscience que, Il faut pas s'arrêter. cette attitude-là, faut pas s'arrêter. Tu es là vraiment que pour aller, toucher le Voilà. sommet et vite redescendre, hein, surtout, avec l'oxygène qui est à ta disposition et en fait, là, pour moi, en tous les cas, si je peux en parler assez librement. Moi, j'ai croisé, le premier corps que j'ai trouvé, à peu près à 8 000 m. Donc c'était juste avant le camp numéro 4. Pourquoi je t'évoque ce corps-là? Parce que pour moi, ça m'a choqué. Voilà, clairement, j'ai jamais été en contact, voilà, j'ai pas eu de Ouais, ouais. profession en contact avec la mort, hein, donc tout de suite, voilà, moi je me suis reconnu dans la personne que j'ai vue, en plus qui avait une combinaison de la même couleur que la mienne, Mmh. qui avait sa caméra et puis tout de suite tu imagines, tu vois, le gars il a son sac, il est accroché, à la corde fixe et tu te dis: «Bah, hier, ce gars-là, il voulait la même chose que moi, il était Mmh. là pour la même chose, Mmh. il venait, peut-être que, sa famille attend de ses nouvelles et moi là, je suis en train d'enjamber son corps pour continuer à avancer». Là, tu te dis, Ouais. tu te poses pour la première fois un peu ce genre de questions, mais d'une certaine façon, tu es un peu en mode automatique et tu continues d'avancer. C'est l'instinct qui C'est prend le dessus. l'instinct C'est: «Je ne veux pas finir comme ça et je dois continuer, je ouais, dois tenir», c'est ça? il y a Il y a beaucoup de ça? ça et Mmh. et vraiment, il y a cette sensation que Mmh. que tu vois, tu sais que tu en as conscience de ce risque-là. Moi, tout comme toi, j'avais entendu parler, j'avais vu ces vidéos, vu tous ces documentaires,
ces récits, d'alpinistes qui te parlent des dizaines de corps. En réalité, c'est des centaines de corps. Moi, j'en ai pas vu, 100, mais je pas compté. Mais Ouais, je ouais. puis j'ai pas non plus cherché à les On te voir. dit localement aussi. Mais Oui, il faut pas voilà, trop, c'était pas le but. c'était pas le but. Mais en réalité, il y a qu'à tourner la tête et tu en vois et tu reconnais certains corps, qui sont là, à leur combinaison. Tu vois qu'il y a des vieilles combinaisons de marque, ah tu fais: «Ah ouais, là, Mmh. ça fait longtemps qu'il est là». Oui, voilà, Voilà, reconnaître un peu, on reconnaît à l'équipement, les choses comme ça et puis comme ça bouge tout le temps, mais certains corps vont se révéler maintenant et ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont là, tu vois? mmh, Et ça, c'est vraiment assez perturbant au début. Puis bon, malheureusement, quand on a vu un, deux, trois, quatre, après tu prêtes moins attention, je oui, dirais. le cerveau, il fait abstraction. C'est ça et puis c'est tellement dur, je veux dire la suite de l'expédition, le final, est tellement difficile que le peu d'énergie que tu as, tu le consacres vraiment à essayer de Oui, rester toi lucide et concentré sur ton effort survivre. et survivre. Mmh. Exactement, survivre parce que pour moi c'était la priorité absolue, c'était de rentrer à la maison et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que voilà, c'était On est à quelle température à partir de 7 000 mètres d'altitude, jusqu'au pic? alors il y a des énormes variations à Ouais, cette migration, altitude-là. oui. Là pour moi le pire ça a été, la nuit, hein, de la tentative du sommet, hein, ce qu'on appelle donc le Summit Push. La nuit du Summit Push, aux alentours de 2-3 heures du matin, Ah, on tu en continues à 2 autres, tu ah bah, tu obligé, hein, faut pour pas pouvoir attendre. arriver à une heure, raisonnable qui te laisse le temps de redescendre. Mmh. Mais tu obligé de partir de nuit, en fait et nous, en plus, comme c'était une fenêtre météo particulière et très chargée, du coup, on est tous partis, encore plus tôt parce qu'on avait anticipé les embouteillages et c'est exactement malheureusement ce à quoi on a eu le droit et on est donc resté bloqué pendant très, très longtemps à une altitude de -46 degrés qui a été enregistrée cette nuit-là et à -46, bah, pour te dire, moi, je sentais plus rien, quoi. Ça, je sentais plus mes mains, je sentais plus enfin, toutes les extrémités de mon corps, je les sentais plus. Tu attends ton tour, donc tu es en statique. J'étais en statique Il y quasiment. avait combien de personnes en haut? Ben là, rien que sur cette nuit-là, je crois qu'on était entre 150 et 200 en fait, c'est sur un endroit qui est tu vois, tu marches juste Ouais, des ça fait, oui, je vais pas te dire que non, c'est sûr, mais oui, non, pour moi, c'était surréaliste, vraiment. J'ai l'impression d'être au mauvais endroit au mauvais moment, mais je l'ai voulu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, c'était un cauchemar. Tu te dis, ça fait 1 mois et demi que tu es là, 1 mois et demi puis ça juste fait des années que tu en tout rêves ça pour ça, et ouais. tout ça pour en arriver là et tout était tellement beau et magnifique Ouais, avant ouais, que ouais. là, tu arrives et puis bon, bah, le magnifique laisse place à un cimetière, Mmh. vivant, presque, avec, quelques vivants qui passent au milieu des cadavres et qui, espèrent, eux, rentrer vivants et non, il y a un petit côté égoïste, un petit côté, tu vois, je me suis senti mal, je me suis senti Mmh. très mal, et le peu de personnes dans mon expédition qui ont, comme moi, vu le sommet, tu vois, reviennent avec, ils se disent: «Mince, bah, en fait, oui, on a fait le sommet, mais tu as pas la fierté». Tu vois, l'Everest, Mmh. m'a, comme qui dirait, volé, cette fierté de dire, tu vois, tu as pas envie de dire à tes enfants, ou à tes amis: «Ouais, faut y aller, allez-y, c'était super bien, franchement». Non, tu as pas Mmh. ça, tu vois? Je suis rentré, je suis très, très content d'en parler, très heureux de le partager, D'avoir survécu aussi, d'avoir survécu forcément parce que, voilà, pour faire très court, j'ai vraiment cru que je rentrerais pas à certains moments oui, et heu et voilà, tu sais, tu rentres et quand tu rentres, bah, la première sensation que tu as, c'est: «Je vais revoir ma famille, c'est je ça. vais retrouver mon Ça, je me quotidien». souviens, tu me l'avais dit aussi. Ah ouais, OK c'est aussi, ouais. bah et puis tu vois, ça fait 2 mois que je suis rentré Tout récent, et encore aujourd'hui, je pense qu'à ça. C'est-à-dire, hein. j'ai juste envie de vivre, de la façon la plus Pleinement. simple possible. J'ai Tu juste encore envie de plus profiter. plus ancré, sur plus, on va dire, conscient de tout ce qui t'entoure. Tout à fait. Tu apprécies mieux, le temps présent, le moment présent avec ta famille, tes amis. C'est une très belle Ouais, façon le confort de aussi profiter. qu'on a en fin de compte. Heu, On n'est pas le conscient de tout ça. privilège qu'on a. Le Ouais, privilège, c'est exactement. un privilège et comme tu le dis, tes mots sont justes, totalement justes parce que c'est exactement ce que je ressens. C'est, de chérir chaque journée, Mmh. de se dire que, juste de voir mes enfants et ma femme, toute ma famille en bonne santé, C'est ça. il y a pas de mauvaise journée, tu vois? On est béni, de ce Qu'il quotidien. pleuve, qu'il vente, qu'il Mmh. neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. On se plaint tous les jours. Mmh. C'est dans notre nature, c'est l'homme qui est Mmh. imparfait. Mais en réalité, je pense que ça j'ai envie, tu vois, de partager ça, Mmh. mais je le ressens pour moi. C'est une leçon aussi de me dire: «Ah, voilà, il a mis, je suis en train de rouler sur la route, c'est quelqu'un qui me laisse le plein phare. Avant, j'aurais râlé. Laisse-le. Je m'en fous, c'est pas grave. Voilà, ouais. C'est rien de grave, quoi. C'est Ouais. rien de grave. Je veux donner, et partager ce message de relativité aux gens. Mmh. C'est il y a pas de mauvaise journée. Chaque journée est Tout à importante. fait. Il faut la vivre comme si c'était la dernière. Exact. Alors,
on a le droit de faire des projets comme moi j'en fais Oui, plein, bien des sûr. projets sur le long terme même, il y a pas de souci. Oui. Mais il faut chérir chaque journée parce que, voilà, la vie, passe très vite et Faut puis, se appliquer, la vie, c'est ça. pour rien, J'étais en fait. tellement heureux Sans et puis, problème, ouais. puis là-haut j'aurais payé, 1 000 000 € pour être sûr de rentrer quoi. Si Ouais. gros je les ai pas, mais j'aurais trouvé les moyens, je sais pas. Mais ouais, la valeur qu'a la vie, Ouais. voilà, j'ai eu ce besoin moi de vivre cette expérience. Alors, je t'avoue que si j'aurais dû, si j'avais su ce que j'allais devoir affronter, je suis certain que je l'aurais pas fait. Parce Mmh. que pour la première fois, vraiment, je sens que j'étais au-delà de mes capacités, Mmh. au-delà de tout. Mais j'en tire plein de leçons. Et parmi ces leçons, je dirais que je me suis montré quand même qu'on a toujours beaucoup plus de capacités que ce qu'on se croit capable. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est, c'est ça que l'Everest m'a appris. C'était Mmh. de dire, ben, en fait, combien de fois je me suis dit, tu vas pas y arriver. Au fond de moi, tu vois, je me disais, ça va être dur, j'avais peur de pas y arriver. Et si j'aurais dû m'arrêter dès que j'ai eu la difficulté, j'aurais fait demi-tour et je serais rentré à moi-même, Ouais. en fait, hein. Oui. Mais tous les jours étaient durs. Tous les jours étaient un challenge. Tous les jours étaient un nouveau record. Et par contre, quand tu rentres, dans les derniers mètres, renoncer, c'est plus d'option. C'est Tu te impossible. dis: «J'ai pas fait tout ça», enfin et puis en fait, bah, quand tu es au péril de ta vie, à ce moment-là, tu rentres et puis, quand tu as réussi enfin à te mettre hors de danger, tu réalises tout ça et c'est là, tu vois, Mmh. que Là, la décharge mentale, elle a été, pour moi hyper, hyper, compliquée. Pour la première fois, tu vois, mmh. j'avais senti que j'avais flirté avec mon cerveau, Mmh. tout ce que j'ai pu donner, En fait, c'était j'ai le donné ça. combat avec toi-même, du début jusqu'à la fin. Ah ouais, ouais. Après, je vais pas trop te poser de questions parce qu'on va laisser quand même un suspense, parce que c'est en relation avec, ce que je vais te dire justement, c'est une belle transition. C'est qu'apparemment, j'ai entendu dire que tu as un projet, de lancer, un reportage, c'est un reportage ou c'est un film? C'est un long métrage? Qu'est-ce que Alors, c'est? ce sera un long métrage sous format D'accord, un petit peu documentaire. d'accord. On a avec les moyens du bord, Mmh. voilà, avec les moyens qu'on avait financiers et ce que j'ai pu réaliser, on a récolté toutes les images, de qualité de la Concagua, de l'Everest et de l'ascension du pic D'accord. Midi, lors de cette fabuleuse journée Mmh. et on va la condenser sur un format, type cinéma quoi. Ça va D'accord. vraiment être adapté Donc et c'est un long métrage ouais, ce ouais. sera un long métrage et où c'est que toutes les personnes, qui ont de l'intérêt pour la montagne ou pour, l'accessibilité, pour le handicap, Et les messages derrière, les inclure, voilà, c'est, seront forcément ravis de voir ces images-là parce que franchement, j'ai fait déjà deux trois allers-retours en studio pour aller voir, le producteur, Théo Vinière qui travaille, d'arrache-pied pour le sortir à temps, pour qu'on salue d'ailleurs Théo. salut Théo. Salut Théo. Et voilà, moi je veux le mettre en lumière, hein, Bien parce que sûr. c'est un travail énorme qu'il a fait. Mmh. On est tous, bénévoles là-dedans Oui, et oui. et on fait ça parce que Toi, tu t'es entouré de passionnés comme ah ouais, toi, c'est bien. c'est pas évident et Ouais, ouais. et moi ce que je veux surtout, c'est que voilà, à travers ces images, on laisse une empreinte pour le futur en disant: «Bah, tiens, voilà, quand on se donne les moyens de faire quelque chose, on peut mettre en lumière des belles causes» Il y a l'héritage. et un message, Nation, ouais. beaucoup de messages en fait, Bien qui tournent sûr, autour de bien tout sûr, ça bien sûr. et voilà, très sincèrement, Mmh. je suis fier d'avoir pu porter ces messages et je veux continuer à le faire. Tu as une C'est date? Pardon. comment? Tu as une date Ah de ouais, là, sortie? ouais, plus ou moins, on sera sur fin septembre, sûr. Il y a D'accord. des dates déjà qui sont signées pour des Ce projections, sera donc avec la mairie, de Tarbes, entre autres, ou il y aura d'autres mairies qui te suivent, alors, non, là, pour l'instant, j'ai la mairie de Lourdes. On D'accord. fait quelque chose avec la mairie de Lourdes qui m'avait contacté, dès mon retour Oui, et il y aura d'autres mairies, bien sûr, bien sûr. alors à Tarbes, peut-être que ça viendra, mais Oui, pour l'instant, peut-être. j'ai pas eu de contact. D'accord. Mais voilà, j'ai, dans d'autres villes, françaises, sur la région parisienne, des choses comme ça. C'est bien. Ça va être super sympa et ouais, j'ai vraiment hâte parce que le peu d'images que j'ai vues, moi, à moi, évidemment, qui ai vécu ça, ça m'a donné des émotions de fou de retrouver ces images-là et de pouvoir voir ça sur grand écran, ça va être fou, Mmh. quoi, voilà. Donc ouais, On a hâte j'ai hâte. de voir ça. Bah ouais, ça va être trop bien. Ouais. Michael, on a connu, donc, le Michael, athlète sportif. Il y a aussi, Michael entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu Ah, entreprends déjà dans le territoire? C'est, ouais, un petit peu, j'ai eu l'occasion, l'opportunité assez jeune finalement de pouvoir créer et développer ma propre structure. Mmh. Donc je suis assez content parce que ça m'a permis d'implanter en fait un réseau de magasins, dans le commerce, sur le territoire, quasiment exclusivement. Donc j'ai pu, vraiment, mapper un petit peu tout le département, du nord au sud, de l'est à l'ouest et donc
ça c'est vrai que je suis assez content d'avoir pu, embaucher des gens un petit peu partout J'allais et te le dire, tu contribues à l'économie, directement, d'une indirectement certaine aussi, façon, oui, oui, c'est c'est sûr. sûr. Tu crées de l'emploi aussi, Et puis bon, voilà, là, avec le temps, j'ai eu l'occasion de varier un petit peu, voilà, je suis passé du commerce à la restauration d'accord. et heu et donc c'est vrai que bon, c'est des voilà, je navigue dans différentes, expériences, dans l'entrepreneuriat. J'aime plutôt bien ça, même si je trouve que, plus les années passent, plus je trouve que c'est quand même difficile. Mmh. Voilà, je dis pas aux gens que c'est pas un message pour dire aux gens que c'est pas le moment de créer, au contraire, je pense que c'est un état d'esprit, l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que voilà, il faut Je ne te reconnaître vois aussi pas que c'est autrement qu'entrepreneur, je sais pas, OK. à l'instant T, je peux plus te dire ça, parce que D'accord. c'est voilà, tout va très vite dans les sociétés Mmh. et je te dirais que voilà, si, un jour je dois revenir dans le salariat, j'hésiterai pas une seconde à le faire si j'ai pas le choix. Mmh. Parce qu'avant tout, il faut nourrir sa famille Bien sûr. et donc voilà, j'aurais pas de difficulté à repartir dans le salariat et s'il le fallait mais c'est vrai que j'aime bien l'entrepreneuriat, et la liberté que ça te donne. Tu entreprends depuis donc très longtemps, tu l'as dit, J'avais une vingtaine d'années. et dans les secteurs, restauration Le donc commerce et la restauration, ouais, mais l'immobilier. non, si tu veux, Bah, je vais te donner simplement, voilà, j'ai le commerce, la restauration et un petit peu l'immobilier aussi. d'accord, Enfin, c'est 3 activités principales que j'ai développées dans des secteurs complètement différents, du coup, dans le territoire. dans le territoire par contre, oui. Et c'est vrai que voilà, je trouve que la ville de Tarbes aujourd'hui est dans un moment un peu, crucial. On est en train Mmh. de passer à l'ère du numérique et les centres-villes, partout en France souffrent énormément Peut-être Tarbes n'y échappe pas. décentraliser, les Voilà. fermes aussi, Donc c'est dommage. c'est de nouvelles modes de Mmh. consommation Ouais. qu'il faut accepter, Mmh. et il faut réagir et donc moi j'ai toujours essayé d'avoir une petite longueur d'avance là-dessus en améliorant mon offre, en l'adaptant, Tu penses que la ville doit se réadapter pour sauver un petit peu le commerce, et c'est une évidence. Ouais. Je pense que les villes qui oseront, innover bah, trouver des nouvelles solutions pour, réattirer, les gens à venir consommer dans le centre-ville, il va falloir trouver ces lecteurs, et utiliser tous les leviers possibles pour donner envie aux citoyens, notamment ici, hein, de tout le Grand Tarbes, de se reconnecter avec la ville puisque c'est dans cette ville que j'ai grandi en tant Bien sûr. qu'adolescent et je la Ouais. trouvais, 1000 fois plus vivante qu'aujourd'hui. Oui. Après, voilà, c'est un avis et une volonté. Après ça nécessitera, comme je disais, voilà, va falloir vraiment faire, des choix et politiquement, que la ville s'adapte forcément au futur parce que Mmh. je pense qu'on est qu'au début de cette nouvelle ère, de Ouais. consommation Oui. mais bon, voilà, on a une belle ville. Moi, je trouve que c'est une ville qui est agréable à vivre, même si, bah, il y a beaucoup de travail et de choses à changer, mais Oui, oui. je trouve on est bien. Collectivement, on Je suis pourra faire heureux. bouger les choses. Ouais, je suis heureux à Tarbes, ouais, je dois dire que je suis très fier, je me vois nulle part ailleurs, pour le moment, je suis très, très fier de ma ville et j'aimerais vraiment qu'on continue à l'embellir et j'espère que le futur, nous permettra de voir, de nouveau un Tarbes rayonner pourquoi pas, oui, dans le commerce. Si on parle pas du commerce centre-ville, oui, déjà, Tu tu penses que, les dirigeants, s'ils, doivent, donner plus, de chance et faire confiance aux jeunes, porteurs de projets, pour faire fleurir un peu naturellement, l'économie? Oui, naturellement, hein. naturellement, oui. Je crois que c'est un sujet qui là, va largement au-delà des frontières de notre ville, Oui, du département, de notre région. C'est des sujets nationaux, tout à fait. et en fait, moi, voilà, je regrette ça parce que je me dis quand même qu'aujourd'hui, un entrepreneur, et je suis en première ligne sur ce Mmh. sujet-là, a beaucoup trop de difficultés à pouvoir à la fois contribuer, à payer un loyer, Ah oui, bien, c'est plein. payer des charges entre Ouais. eux, voilà, et en fait, quand on regarde tout ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver au bout à dégager du bénéfice Mmh. pour soi, c'est-à-dire pour mettre dans son frigo, de la nourriture et D'accord. payer ses propres charges, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que, voilà, quand on a un bénéfice, extraordinaire, un chiffre d'affaires, qui est colossal, forcément, il y a aucun problème. Mais Mmh. aujourd'hui, de plus en plus de sociétés ne se reconnaissent plus là-dedans, comme moi, Ouais. comme les miennes. Bien sûr. C'est du boulot, Mmh. des risques, parce que quand on est entrepreneur, c'est tous les jours, chaque premier du mois, on repart à zéro. Et tu penses à comment, pas payer tes salaires, tes salariés, tes charges, à survivre en fait, Ouais, ça à vivre à ton entreprise. et puis c'est de plus en plus dur ce Ouais. sujet-là, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis, chaque année qui passe nous rapproche, quand même de cette précarité, Ça nous bloque aussi d'entrepreneuriat. pour ceux qui veulent entreprendre et encore plus et varier les activités, investir encore dans la ville ou le On pourrait territoire on aussi, ou pourrait le faire proche. tellement de choses, mais le problème Oui, c'est bien que sûr.
je pense que ça décourage beaucoup, beaucoup de personnes. Mmh. Ça commence moi-même à me décourager du haut de mes 34 ans. Mmh. J'ai toujours eu Ça, c'est faim pas de normal, tu vois? C'est développement. une phrase qui n'est pas normale. Ah non. Non, clairement, et je pense que c'est voilà, peut-être on arrivera à un moment donné à un point où c'est politiquement, il faudra aussi au niveau national Changer les choses. redonner, tu vois, redonner envie aux gens, aux entrepreneurs de savoir pourquoi ils font tout ça, pourquoi se lèvent tous les matins, et leur donner envie, les protéger. Voilà, Tout à fait. parce que quand tu parles tout à l'heure des salariés, Oui, moi je veux bien, mais aujourd'hui, un salarié n'a pas les mêmes risques. tout à fait. Quand il débauche, il débauche. Mmh. Moi, je veux dire, ça fait, voilà, je me plains pas, mais Mmh. ça fait depuis plus de 12 ans que je suis entrepreneur. Tu te bats à faire Voilà. garder tes entreprises. Ces 2 expéditions que j'ai fait à la Concagua et Mmh. l'Everest sont les 2 seules, périodes de ma vie où c'est que j'étais déconnecté de tous mes devoirs, Oui. envers mes sociétés, et la lourdeur administrative, de l'intégralité des charges qui pèsent sur un patron, sont, chaque année, on nous rajoute des choses à payer, et nous, on a de moins en moins d'argent, à la fin du mois, et en fait, on se dit, «Pourquoi on se lève le matin, quoi?» Mmh. Alors que peut-être que je pourrais me mettre salarié, pouvoir poser des vacances, avoir, la sécurité de l'emploi, même avoir le droit, à Pôle emploi si jamais je change de boulot. Là, on a Des de des profils comme toi qui entreprennent et qui ont des rêves et qui adorent ils sont attachés au territoire, ils peuvent apporter beaucoup, beaucoup et moi je pense que, ces dirigeants qui font voter des lois, qui font bouger les choses à leur niveau, puis ça va de sens, c'est un peu pyramidal, devraient investir sur des personnes comme toi, parce que c'est des personnes comme toi qui font vivre, le territoire. C'est comme ça que je l'aperçois. Parce que par ricochet, des personnes comme toi, en l'occurrence, qui font au-delà des actions, économiques, investissement, réinvestissement, et ben, vous faites aussi des actions caritatives qui attirent l'attention, des touristes, qui attirent l'attention, des investisseurs et cetera, qui font, nourrir l'économie, locale. Donc, oui, effectivement, je te rejoins pleinement, sur, ce que tu as dit. Voilà. Je te souhaite tout le courage et le meilleur pour la suite. bah, je te remercie beaucoup, Nassim, Voilà, merci de m'avoir reçu. avec plaisir. Bon, ça, c'est à la fin. Ça, c'est la fin. Alors, Michael, certains doivent sûrement se poser la question à travers leur écran, mais quelle est ta journée type? Raconte-nous un petit peu à Ouais. quelle heure tu te réveilles, tes entraînements, ta vie professionnelle, Ouais, comment tu t'organises? écoute, ça c'est assez simple. À une époque, j'en avais pas beaucoup, Oui. parce que c'était difficile de mêler le sport et toute cette activité entrepreneuriale qu'on a évoquée. Heu, je dirais qu'aujourd'hui, une journée type, c'est surtout, se lever de bonne heure avec les enfants, voilà, on essaie de se lever ensemble, on déjeune ensemble, et après, le chemin de l'école, et bon, j'ai un calendrier grâce à l'entrepreneuriat qui me permet d'être assez flexible, donc j'ai fait en Mmh. sorte que ma femme et moi, on travaille juste à côté du coup, Mmh. entre le restaurant et les commerces, Oui. et bah, voilà, on est au centre-ville de Tarbes. On dépose, pardon, les enfants, comme je disais, au centre-ville, à leur école, et puis après on part, dans la foulée ouvrir nos magasins et On les n'est pas si restaurants. loin l'un de On n'est l'autre. pas si Tu loin, les on enfants, ta on prend une femme. voiture même, la Ouais, plupart du temps, ouais, c'est bien. et comme ça, on fait notre travail toute la journée, et puis, vers 17 h on fait le chemin inverse, on va chercher les enfants, et puis, on part à la maison, et le chemin idéal, c'est qu'il y a pas trop de devoirs, Oui. et quand il y a des devoirs, bah, on les fait, et on essaie de faire ça correctement, et après, Mmh. dès que possible, on part faire du sport. Moi, c'est une de mes plus grands, une de mes plus grandes joies, c'est de pouvoir le faire avec mes fils, parce qu'ils Mmh. commencent à grandir, et dès que je peux, bah, voilà, alors quand ils étaient tout petits, c'était en vélo. Oui. Ils me suivaient, moi je partais courir, on faisait toujours entre 10 et 15 kilomètres. Ils me suivaient en vélo, on fait un petit circuit, soit dans les sentiers ou des trucs comme ça, avec la vue encore une fois sur les Pyrénées et tout, Oui. donc ils apprécient bien ce moment, et bien sûr moi aussi, et ça c'est un petit peu la journée type, puis quand là ils grandissent, bah, maintenant ça commence à être carrément, des jours de la semaine. Des fois j'essaie de m'octroyer mon mercredi, et on part carrément faire de la montagne. Là récemment, depuis que je suis rentré de l'Everest, je les ai, vraiment mis à faire beaucoup de randonnées, donc toutes les semaines on va au moins une fois en montagne au minimum, et on fait des sorties de 10-15 kilomètres. Ah oui. C'est que je les fais courir pas longtemps, parce que je veux pas non plus, À à leur leur rythme, rythme, ouais. voilà, mais ouais, ils se Ils défendent tiennent, plutôt ouais. bien, et moi, voilà, ça me fait une sortie différente, Ouais. hein. Forcément, c'est pas un vrai entraînement pour moi, mais Ouais. je partage un vrai moment de complicité et de sport avec eux, qui j'espère leur donnera aussi ces valeurs, pour plus Mmh. tard, Ouais. et puis le soir forcément, après cette séance de sport, parce que ma femme aussi est sportive, et Oui. et bah, on se retrouve à manger,
Voilà, tout, voilà, c'est ma journée parfaite à moi, voilà, C'est bien. tout le monde au lit en vrai et puis, on repart, sur la seconde journée, mais voilà, c'est ça un petit peu la journée type. D'accord. Tu des moments, où t'as des moments à toi où tu t'entraînes, tu un entraînement spécifique, ou c'est seulement quand tu as des objectifs, par exemple pour l'Everest ou, pour, d'autres, Non, non, mon moment, moi, c'est tous les jours. ouais, Comme je te disais, voilà, en fonction de la météo ou autre, je donne toujours, pardon, je donne toujours la priorité à mes enfants, d'accord. pour le sport. Donc, le but, c'est de partager un maximum avec eux. D'ailleurs, là, ils grandissent, donc forcément, j'ai encore plus l'occasion de le faire. Mais, je dirais que jusqu'à là, c'était, bah, je partais faire mon sport à moi, ils me suivent. Donc là, c'était mon entraînement, mais bon, pour eux, en vélo, c'était possible de me suivre, donc il y a pas de problème. Et après, bah, si c'est nécessaire, voilà, comme tu dis, en préparation marathon ou pour d'autres types de sports, bah, forcément, je fais quelque chose, d'un petit peu plus adapté. Mmh. Même parfois, il m'arrive de m'entraîner, plus tard, en pleine nuit, D'accord. après le repas. C'est pas l'idéal, mais, Mmh. en hiver, là, cet hiver, Tu t'imposes, ah ouais, ouais. je m'impose ça parce que c'est indispensable pour, bah, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, me donner les moyens d'arriver à mon objectif. Oui. Quand je me donne un temps, sur un marathon, beh, forcément, tu veux te donner les moyens de Bien le sûr. faire et c'est pas en restant, sur le canapé que je vais y arriver. Absolument pas. Donc là, par exemple, tout l'hiver, ça a été compliqué, on rentrait un petit peu tard du boulot et tout, donc Te bah forçais quand même, comment? tu te forçais, Alors, c'est jamais forcé, c'est-à-dire que je le fais avec plaisir. d'accord. C'est vraiment, ça fait partie de ma journée. Je vais même te donner une petite anecdote courte, c'est toute la journée de boulot, je pense qu'à ça. Je pense D'accord. qu'à ce moment même, où c'est que je vais pouvoir Mmh. partir pour faire du sport et j'adore ça, c'est ce que j'attends. C'est mettre mes baskets, mon short et partir et tu vois, là, cette année, c'était la première année où c'est que j'ai découvert que j'avais un tapis, tu sais, en home trainer à la maison. Mmh. Bah, là, tu vois, je l'ai vendu parce qu'en fait, cet hiver, j'ai vraiment pris plaisir, même si J'allais te j'avais froid demander et justement, j'allais te je me suis poser la bien question. équipé, j'ai acheté des gants, Donc tu es plus à l'aise à l'extérieur, ouais. peu importe, Je le fais quand il météo? faut, quoi. Alors quand la OK, météo est d'accord. vraiment pas bonne, tu vois, j'ai un vélo, j'ai un home trainer à la maison, D'accord. et un tapis, OK. mais je privilégie toujours d'être à À l'extérieur quoi l'extérieur. qu'il arrive, Mmh. voilà. Mais ça fait partie, tu vois, là cet hiver, je partais, des fois il faisait -3, -4 et je Oui. partais des fois à 21h faire, 1 heure de footing, quand j'avais pas le choix et pour, encore une fois respecter mon programme, d'entraînement. OK. D'accord, génial. Et d'ailleurs, belle transition, tu as parlé de transmission à tes enfants. Mmh. Heu et on arrive à la question héritage, justement, pour clôturer l'émission. Et cette question est la suivante: si tu avais, justement un héritage, une empreinte à laisser à tes enfants ou au territoire, quel serait, cet héritage? Alors, pour répondre, ça va être plus facile en te parlant de mes enfants, Mmh. parce que je suis sûr, Bien sûr. certain de pouvoir se dire: «Qu'est-ce que je peux Mmh. laisser comme héritage au Oui. département?» Mais en tous les cas, à mes enfants, ce que je veux leur laisser, c'est cet amour du dépassement quotidien, en fait, de tous les jours essayer de devenir, une meilleure personne. Alors moi, c'est le sport qui me permet le Mmh. plus de me sentir, tous les jours, meilleur, mais c'est voilà, essayer de tous les jours être capable de se remettre en question, devenir une meilleure personne et je veux donner ça à mes enfants. Je veux leur faire comprendre que rien n'est acquis dans la vie et que si, ils ont, un rêve, peu importe la taille de ce rêve, je veux qu'ils se donnent surtout les moyens, qu'ils croient en eux et je serai derrière eux pour, toujours, faire en sorte qu'ils ne renoncent jamais, peu importe ce qu'ils ont envie de réaliser dans leur vie. C'est important, je pense, d'avoir ça Oui. et surtout dans les générations futures, c'est, leur donner le goût de faire de réaliser des grandes choses Mmh. et j'espère en tous les cas qu'ils réaliseront, de grandes choses et surtout que ce sera des bons êtres humains pour notre département. Voilà, c'est Oui, ça voilà. l'idée. C'est tout le pire qu'on puisse, Pour la te communauté. voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout à ton honneur, Michael, et je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Je te remercie à moi pour C'était l'invitation parce que je suis très honoré aussi de faire partie de tes premiers épisodes bien, merci. et de l'aventure que tu m'as présentée, récemment avec Eluchat. J'y tenais, que tu sois parmi les premiers invités. C'était très important, pour la communauté, pour moi, et Bah, j'en suis très, d'avoir très honoré. Merci beaucoup, Nassim. merci à toi. Merci, Mika. Michael, on arrive à pratiquement à la fin de l'émission, donc c'est l'avant-dernière question qu'on pose à tout le monde, heu, qui est la suivante: si tu devais, parler à Michael jeune, qu'est-ce que tu voudrais, lui dire ou le conseiller? Je suis désolé, je prends un peu le temps de la Bien réflexion, sûr, bien très sûr, bien rapidement sûr. pour te répondre, mais Imagine, tu as une machine à remonter dans le temps, tu c'est ça. reviens, Michael, Non, à c'est ses 2 ans, par exemple, quand ouais, il venait de s'installer, ici, ouais. ici, en Haute-Pyrénées. Alors c'est une question, que j'aime beaucoup, mais elle me fait penser à quelque chose. Alors tout de suite maintenant, je sais pas pourquoi D'accord. ça me fait penser à ça, mais il y a un petit peu d'émotion pour moi de te répondre ça. C'est je pense avoir souffert de quelque chose, mais qui a fait la personne que je suis. C'est,
de pas chercher la reconnaissance. Mmh. Que je pense que ça m'a marqué dans mon adolescence, dans ma jeunesse. J'ai toujours porté une importance énorme aux gens autour de moi, notamment, mes parents, mon père, principalement. Tu sais l'envie que tu fasses quelque chose qui rende fier tes parents, tu vois? Mmh. Et en fait, moi, j'ai beaucoup souffert de ça parce que voilà, voir ça dans le visage de mon père, ça a été très long, ça a pris Mmh. du temps. Et donc si je pouvais revenir, je me dirais: Ne te préoccupe pas de ça». Je pense que les anciennes générations ne te savent pas forcément te le montrer. Plus tard, tu comprendras, et je l'ai compris plus tard, tu vois? Mon père me le donne aujourd'hui fois 1000, Mmh. mais j'en ai beaucoup souffert étant adolescent, et c'est ce qui tu comme quelque chose qui est en toi, c'est ce Mmh. qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est que je pense que si je fais tout ça, c'est en quelque sorte, une réponse à ce Mickaël adolescent qui avait l'impression qu'il n'arrivait à rien. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire tout pour me sentir utile, pour sentir j'arrive à que j'ai cette capacité à mettre, au bout un projet et un grand défi. Alors, voilà, pour moi, ça a été c'est Tu penses qu'à travers tes challenges, qui sont tout le temps au top, tu pousses tout le temps, tes challenges, vers le haut? Est-ce que tu penses que derrière, tu veux te prouver quelque chose ou ouais, il y a de ça, il y a de ça. Il y a de ça. Comme je te dis, je pense pouvoir te le décrire maintenant, à mon âge, c'est comme ça que je le ressens. Et tu vois, ça me fait bizarre parce que sur cette question que je m'attendais pas forcément, c'est ça qui ressort tout de suite. Mais ouais, je pense que c'est ce qui m'a caractérisé le plus aujourd'hui, et c'est aussi, quand je me souviens de cette période-là de mon adolescence, je pense que c'était, ce qui avait de plus important pour moi à l'époque. C'était Mmh. de briller dans les yeux de mes parents et de ma famille, et qu'ils se disent: «Ben, je voyais tous les efforts qu'ils faisaient pour m'offrir, tout ce qu'ils pouvaient, leur éducation, et je voulais leur répondre, leur, leur dire: «Bah, tout ce que vous me donnez, voilà, je veux vous rendre de la fierté, que vous puissiez dire: "Bah, voilà, on s'est investi pour t'offrir", tu vois la transmission que tes parents te donnent, Tout à tu fait, veux les rendre fiers, tu veux, montrer que le boulot a été bien fait». tout à fait. Voilà. Donc, Michael, j'ai remarqué aussi que, je l'ai vu, hein, personnellement, que la plupart de tes événements, tes parents sont présents. Ils sont là physiquement, ils sont là pour toi. Ouais, c'est vraiment important. On a une famille qui est très soudée. Mmh. On se dit les choses, je pense, très sincèrement, Mmh. dans le bien comme, quand on fait des erreurs, et ça, je suis très, très honoré parce que, comme tu dis, ils sont présents et ils me soutiennent toujours. D'ailleurs, l'Everest a été, une épreuve que j'aurais jamais cru, tu vois, moi, je l'ai vécu de là-haut, et j'avais pas franchement pris conscience que à mon retour, j'allais récupérer une famille qui avait, Mmh. eux-mêmes vécu aussi, d'une certaine façon, avec autant d'émotions, de peur, et j'avais pas mesuré tout ça, et je m'en suis excusé parce que j'ai pas voulu leur infliger tout ce stress non plus. Mais en tous les cas, oui, ils sont toujours, l ces dernières années étaient très, très, très proches de toutes ces aventures, et j'espère vraiment qu'on pourra continuer parce qu'on fait des choses ensemble même, tu vois? Ils ont participé à cette montée au pic, donc on les verra aussi dans le reportage, et c'est une fierté pour moi parce que non seulement ils me suivent et ils sont présents, ce qui me rassure, mais en plus, je sais qu'ils sont, eux-mêmes, très contents de pouvoir, œuvrer, participer, comme tous les bénévoles qui étaient là. On a agrandi notre famille, d'une certaine façon, avec des gens qui partagent cette envie Ouais. et ces valeurs, quoi. Oui, c'est une source de C'est motivation une aussi. source énorme de motivation, Ouais. voilà, et c'est rassurant de savoir qu'ils sont Mmh. là, près de moi. Je sais que si, si j'ai moi-même tendance à m'égarer, ils vont vite venir me le dire. Mmh. On leur passe le bonjour d'ailleurs. Alors Michael, j'ai appris que l'année dernière, tu as eu un grave accident Ouais, un grave accident de moto. de moto, ouais, c'est Comme quoi ça. ça ne te suffisait pas, de te blesser au football américain et d'autres sports et donc tu fais aussi de la moto? Ouais, Ouais. c'est encore une fois, tu vois, l'amour du sport, la curiosité qui m'a amené là. J'ai toujours été, fan De de moto. moto, ouais, et puis, voilà, un jour, j'ai eu l'occasion de m'acheter ma première sportive. Tu le fais par passion, la sortie de moto le week-end ou, tu fais des compétitions ou, Alors j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire comme tout le monde, j'ai acheté ma première moto, puis, Oui, voilà, quand j'ai passé mon permis jeune, et puis, voilà, dès que j'ai eu un peu d'argent, je me suis acheté mon premier roadster, et puis, pour faire un peu comme mon père qui avait ouais. lui-même un Ah oui, Hornet, aussi, j'ai pris bon. un Hornet, et puis après, j'ai roulé sur route, et puis, un jour, voilà, je me suis, payé un autre rêve, tu vois? C'était d'avoir une sportive, un Ducati. Oui. Et donc, Oui. là, je suis rentré dans une communauté un petit peu différente parce que chez Ducati, quand tu roules en sportive, bah, tu te rends compte que la route, c'est pas forcément adapté, Mmh. et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. Ben, on m'a donné, des contacts. On m'a dit: «Bah, tiens, si tu veux essayer la piste, c'est tu vas voir que ça vaut le coup d'amener ta Ducati sur piste».
Et de ce jour, j'ai plus jamais roulé sur route. Ça a été, une autre révélation dans le Ouais. sport parce que c'était pas du tout prévu que je me lance dans la piste. Ça fait à peu près un peu plus de 5 ans maintenant, à peu près quoi et j'ai découvert, voilà la piste et de là, j'ai, pris Et mon donc permis Bugatti, moto, c'est stop. top. Oui. Et donc la firme Ducati, Ouais. elle est représentée d'Italie directement ou est-ce que c'est C'est une concession. Alors moi, je concession? travaille avec la concession de Toulouse, D'accord. avec lequel je développe des choses sur la partie compétition et sur la partie track day, c'est des roulages. Mhm. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est encore un autre, une autre forme de passion qui me met en contact en permanence avec le sport. C'est que on arrive, il y a beaucoup de logistique aussi dans la moto. Oui, j'imagine. Et donc, moi, j'ai eu ce coup de main tendu à l'époque, avec des personnes qui m'ont permis d'arriver sur piste et de savoir qu'il fallait, mettre tant de pression dans les pneus, qu'il Ah oui, fallait, des couvertures ah oui, c'est très flottantes, ci et technique. ça. C'est très C'est technique. assez technique et c'est surtout, c'est la sécurité, quoi. Oui. Tu es obligé, d'avoir, beaucoup de choses, sur la piste, de l'équipement aussi et c'est un autre langage encore et puis, ben, maintenant j'essaie de faire ça pour les autres. C'est-à-dire que, j'ai évolué progressivement dans ce sport assez rapidement quand même et j'ai pu participer à des compétitions du championnat du monde d'endurance. Oui. Et donc en fait, quand j'ai eu cette opportunité de travailler avec Ducati, pour moi, ça a été, tout de suite, l'opportunité de me dire: «Tiens, si je peux donner à des motards, cette expérience de piste, leur faire vivre» parce que je suis encore là-dessus, tu vois? De mon premier jour sur piste, ça a été waouh! Tu vois? C'était fou quoi, je me suis dit: «Waouh, c'est ça que je veux faire quoi», tu sors de la piste, tu qu'une envie, c'est d'y retourner, Oui, tu veux alors que c'est un sport complètement déraisonnable, hein. oui. Ça coûte très cher, c'est très dangereux aussi mais il y a une adrénaline, il y a quelque chose d'assez Oui, incroyable. c'est des sports de passion. Ouais, c'est fort et passionné, on enlève les Ouais. rétroviseurs, on a plus de Ah clignot, oui, on c'est n'a plus vrai. rien, on est Ouais. focalisé que sur les sensations. Pour alléger le Alors pour alléger, je pense pas que ce soit le but, mais c'est non? surtout que sur piste, ça a aucune utilité D'accord. et Sur l'aérodynamisme peut-être? même Même pas, pas, même pas c'est vrai? parce qu'en On fait, n'en a ça pas ça besoin, oui, on non, arrête, on on en a pas enlève. besoin, on enlève, la piste, on est uniquement focalisé sur les sensations qu'on a sur sa moto et essayer de faire que chaque tour soit un meilleur tour, un meilleur chrono. Mmh. On prend des dizaines d'informations, en permanence qu'on essaie d'appliquer, d'améliorer, des meilleurs En trajets. temps réel, via un casque ou Ah non, 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 non même c'est, c'est non, toi, ouais, c'est le feeling, OK, d'accord. tu roules et puis, beh, c'est ça qui est magique dans la piste, c'est Oui. que on fait tous le même parcours, on a tous à peu près les mêmes données et en fait, bah, tu as encaissé des trajectoires comme ça, tu essaies de jouer avec ta moto pour, optimiser, les chronos Mmh. et ça, ouais, moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu, quoi. Tu as parlé de partager l'expérience, c'est-à-dire, tu fais des événements où tu partages avec une communauté, de propriétaires de Bugatti. C'est un peu comme les tu sais, les propriétaires de Porsche, pour les voitures de course ou est-ce que tu le fais à des gens qui n'ont pas essentiellement de Bugatti, mais qui veulent C'est ça, ouais. vivre l'expérience Bugatti, donc ils payent, c'est comme un team building en fait, tu as une Ouais, journée? c'est un peu C'est vrai? ça, ouais. Ah ouais, Alors en tu peux fait nous en dire un peu plus, ouais, alors moi, ça, je suis vraiment très content d'en parler Alors parce c'est que pas pour moi, vu ma taille, mais c'est si, mort. Ah bon, oui, c'est c'est sans vrai? problème, bah C'est vrai? oui, bien sûr. Bon, on en reparlera alors. Ah, avec grand plaisir. Là, j'emmène, prochainement d'ailleurs, des copains et tout, donc Ouais, c'est génial. cette notion de partage est importante. Ouais. En fait, je suis dans il y a 2 axes. Je suis à la fois dans une association, dont, on est propriétaire de 10 mini-motos, donc c'est des motos de piste. Ça, c'est pas commun ça. Non, c'est assez récent, c'est en train de se développer. OK. Ça fait quelques années, nous, qu'on fait ça. Et c'est où? Et c'est bah, alors nous, on est basé à Toulouse, mais on fait ça dans plein de circuits différents, mais essentiellement, effectivement, autour de Toulouse. Et on a ces mini-motos qui permettent à des gens qui ont peur de passer le pas, d'aller tout de suite sur des gros circuits ou des grosses motos. Ça leur permet de tout de suite débloquer, de mettre une combinaison, de sortir d'un box et de venir poser, du genou par terre assez Ouais. rapidement. Nous, ça nous permet vraiment de dégrossir tout ça pour après que les gens puissent découvrir, le grand univers de la piste, qui c'est que tout, à l'échelle, supérieure, va être Ouais. beaucoup plus impressionnant naturellement mais leur procurer, voilà, cette sensation-là. Donc ça, c'est ma petite vie associative D'accord. avec cette bande de potes, tu vois, finalement. Oui. Et cette même bande de potes, on travaille avec Ducati, et on développe en fait un concept de track day. Ce concept, c'est-à-dire que c'est tout à fait, ce que moi j'ai vécu comme je te disais, c'est la main qui m'ont tendu, c'est les gens ils peuvent venir, ils vont pas payer plus cher ou autre. Mmh. Ils viennent, rouler avec nous, sur un track day, nous on s'occupe de tout. C'est un peu comme les baptêmes de l'air, ils se Ouais, c'est un baptême, on il pourrait y a dire un ça un brief, baptême de il y piste. a le brief. Il y a un briefing et on les met en sécurité, on leur Ouais. donne toutes les informations sans trop, tu vois, que ce soit trop lourd. Le but, Commencez doucement par les c'est ça, sensations et les puis après sensations, vous attaquez on les direct. suit sur piste,
on branche les caméras, on leur permet de se voir, de très rapidement se coacher, parce que bon, on peut vite prendre des mauvais réflexes ou se mettre en danger en internant. Et nous, on leur donne tout de suite pour qu'ils partent, voilà, ils ont la bonne pression, ils ont les pneus à bonne température, on sait quoi, là, il y a l'essence, des erreurs bêtes, mais tu vois, hier j'étais en roulage et j'ai un gars qui est en pilote comme moi et qui a fait plein de compétitions, ben, il est parti, il avait oublié de mettre de l'essence, il est tombé en rade Ah. au bout de 2 tours. C'est des choses qui arrivent. Et nous, on est là pour enlever tous ces facteurs qui peuvent rendre ce sport un peu dangereux et compliqué, du moins inaccessible pour beaucoup. Ben, on le fait pour eux et Ça ça, devient c'est la transmission qui est super. ça devient accessible et puis on peut vivre un bout des 24 heures du Mans Des ou choses comme ça, ouais, tu vas vivre, ouais, tu vis un petit peu on le dit nous en rigolant dans notre langage, on dit, «Vous êtes des pilotes usines», quoi. Tu vois? Tu arrives, les gens ils sont là, on s'occupe de tout, ils ont rien à faire, ils montent sur leur moto comme un pro et ils sortent du box, donc quoi. une bande de potes, une famille Ouais. ou un anniversaire ou une entreprise qui veut faire un team Ouais, building, ouais. ils peuvent Ils peuvent te s'adresser à nous, ouais. Ah ouais. s'adresser à vous, Une fois oui, ou à quand je dis Ducati vous, Toulouse tu vois? directement, Oui, et Ducati Toulouse et surtout, ouais. et vous pouvez, donc vous déplacer en fonction de la situation géographique et du circuit le plus proche et c'est bien ça. Du plus proche ou de la volonté des personnes. Ouais. Moi, il y a des gens qui me demandent: «Tiens, je veux aller rouler à l'autre bout de l'Europe». Vous pouvez aller jusqu'à Tout à fait. combien de personnes? Alors ça, c'est plus ou moins «illimité» entre guillemets. Pour D'accord. l'instant, on n'a pas eu le cas de figure, mais Ouais. on s'adapte. On a une grande équipe, donc on s'adapte. On a des motos de location, on a des choses comme ça. On prête du matériel aussi si c'est nécessaire. Oui, La plupart du temps, ça l'est. oui. Mais on essaie voilà, de faire du qualitatif quand même. Donc la plupart du temps, on prend de 2 à 5 personnes maximum par roulage. D'accord. Et on fait aussi en sorte que ça réponde aux besoins de la personne. Il y a des personnes qui veulent rester locales, donc ils vont rouler à Nogaro ici, par exemple, ou à Poranos. Et là, récemment, on a fait des roulages. Là, tu vois, on part au Mugello en Italie dans quelques jours. Là, c'est vivre le rêve en grand. Tu vois, quand Ouais, il va à ouais. Catalunya, tu roules sur un circuit F1 et MotoGP. C'est le rêve. C'est vraiment là, c'est au-delà de la moto, c'est Ouais. sportivement, c'est comme aller jouer au foot avec Messi au Stade de France, quoi. Ah oui, faire le circuit. Pareil. Voilà. Donc on vous laissera en description donc les contacts, les liens. Ouais, avec plaisir. Comme ça, ils pourront te contacter tes partenaires aussi, si vous voulez organiser quelque chose, vivre une expérience hors du commun. Tout à fait. Voilà. Bon, ben, je te remercie, Michael. C'est moi qui t'en remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir. Un grand merci à notre partenaire, le Rex Hotel, qui rend possible cette aventure et soutient notre volonté de faire rayonner ces histoires. Alors, donnez-nous de la force, parlez de héritage autour de vous, faites résonner ces histoires et devenez vous aussi les passeurs de mémoire et d'avenir. Bienvenue dans Héritage.